La première keynote Apple de l'année, mardi prochain 20 avril à 19h heure française, c'est le moment pour les nouveaux iPad Pro, mais pour le reste, mystère. Dans un instant, on regarde dans notre boule de cristal. Quand deux développeurs français décident de fabriquer les pins qu'ils ne recevront pas à la WWDC 2021, et pour cause, elle n'aura lieu qu'en virtuel, Clément Sauvage est avec nous et il va nous raconter cette initiative française sur Kickstarter. Vous aimez Zoom ? Alors vous allez adorer Toucan, et vous pourrez dire que vous en aurez entendu parler ici, en premier. Et puis le tuto audio de la semaine, comment transformer un nom parmi d'autres dans votre répertoire d'iPhone en contact en cas d'urgence pour les pompiers, un contact ICE in case of emergency, un tuto vital cette semaine dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Ici Benjamin Vincent, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous dans cet épisode 34 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine, ou presque, en ce jeudi avant 20h. On est à 5 jours de la première keynote de l'année, alors forcément, le compte à rebours est déjà lancé. Salut les amis. Bonsoir. Salut. Bonsoir. J'entends une troisième voix, vous allez savoir qui c'est dans un instant. Je vais d'abord dire bonjour aux habitués. Salut François, comment ça va ? Ça va très bien Benjamin, très heureux de vous retrouver ce soir et puis on a plein de belles choses à évoquer ce soir. Tu as bonne mine François, ça fait plaisir. Salut Ellie, déjà à fond ? Bonsoir. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Et je suis évidemment au taquet, je ne compte plus les secondes avant la keynote. Et j'ai remarqué au passage que notre ami François n'est plus rose. C'est vrai, il a bronzé. Il a bruni au soleil de Bretagne, François. Comme Carla. Comme Carla, j'allais le dire. Comme mais Carla c'est incroyable. Bruni, mais bien sûr, bien sûr. Bon, on va revenir sur cette... Vous êtes en forme, les amis, ça fait plaisir. On va revenir sur cet Apple Event confirmé par Apple mardi, et on va le faire avec un Français installé à Lille. Il est développeur, c'est Clément Sauvage. Salut Clément. Bonsoir à tous, salut. Et ici aussi à Lille, on a un grand ciel bleu. Et j'ai l'immense privilège d'avoir un jardin, donc quand même en période de confinement, ça permet de respirer un peu. Ah bah génial, vous vous aérez les amis, c'est très important, vous avez de l'oxygène et vous êtes prêts pour envisager les 5 prochains jours. Alors Clément, en un mot, parce qu'on va y revenir, comment tu sens toi ces annonces à venir mardi ? J'aimerais beaucoup avoir des AirTags. Voilà. On va en parler. Alors, pour être tout à fait franc, mon iPad, j'ai changé l'année passée. C'était mon cadeau de confinement. Donc bon, l'iPad, j'attends trop rien parce que je vais pas le changer cette année. Je suis très très satisfait de mon iPad Pro de 2020 du coup. J'attends effectivement les AirTags et peut-être une Apple TV, ça serait sympa. Ah oui. Ah oui, parce qu'elle commence faire plaisir à Ellie là. Ouais. Elle commence à vieillir à mon Apple TV. Ouais. Bon, si on t'a invité Clément, au départ, c'est pour une autre raison que la keynote de mardi. Qu'est-ce que tu as donc fait, Clément, pour qu'on te propose d'être avec nous aujourd'hui, ce dont je te remercie ? Alors sur ce coup-là, c'est pas pour la keynote de mardi mon projet, c'est pour l'autre keynote qui arrive dans un peu plus de 2 mois, qui est la keynote de la WWDC, et pour la WWDC globale, puisque comme tu nous l'as introduit Benjamin, je suis dev iOS, dev macOS, et tout ce qui touche de près ou de loin à la pomme depuis très longtemps, trop longtemps. Je suis un grand fan de la DubDub, à laquelle je me rends depuis 2011 ou 2012, je sais plus. Donc ça va faire quasiment 10 ans. Ça devait faire quasiment 10 ans. Mais malheureusement, comme ça fait 2 ans qu'on en a pas, et que j'étais tombé fou amoureux des pins qu'Apple distribuait depuis que la WWDC se tient à San José, je me suis dit, je vais en faire. Voilà. Et donc du coup, avec un collègue développeur, on a lancé cette campagne sur Kickstarter. Voilà, donc on peut déjà précommander les pins collector, parce qu'ils vont être collector ceux-là. Hein. Ah ils vont être collector, oui, il va y en avoir entre 6 et 8 en fonction du succès de la campagne. La campagne a été lancée avant-hier, elle a été lancée mardi et elle va tourner pendant une 30aine de jours. L'opération n'aura lieu que si on atteint les objectifs de 3200 €, je crois.
Voilà. Bon, en tout cas, moi j'ai baqué déjà. Moi aussi. Voilà. Trop fort. Moi j'ai pas eu le temps. Voilà. Ellie va y aller, donc tu auras. Je vais y aller. Tu auras un soutien en plus. Bon, on va revenir sur cette chouette histoire, hein, évidemment aussi avec toi tout à l'heure, Clément. Très, très heureux en tout cas de t'accueillir dans iWeek, c'est très sympa. François, toi, on te retrouve tout à l'heure pour Ma Maison Connectée, hein, le rendez-vous hebdo consacré à la domotique sauce HomeKit dans iWeek. Quel est le programme du jour ? Eh ben, mon produit chinois de la semaine dernière a tellement fait parler sur Twitter, sur les réseaux sociaux, je sais pas si on y reviendra tout à l'heure, que du coup j'ai décidé que j'allais vous montrer un autre produit chinois à bas coût, vu que j'adore ça. Voilà, donc je vais vous parler d'un petit interrupteur connecté. Formidable, à tout à l'heure François, et tu es évidemment avec nous. Ellie, toi tu vas nous faire découvrir une vraie pépite en plat de résistance de ton dîner qui, on peut le dire, a pour cadre le plus légal des restos clandestins en ces temps de couvre-feu. Et oui, alors juste quelques minutes pour vider les ministres qui traînent derrière les tables là et faire place nette, et puis ça va le faire. Mais en plus, je vous fais cette fois-ci un dîner global, c'est-à-dire que pas un 3 plats, mais il y a quand même 3 parties, mais c'est sur le même thème parce qu'en fait j'ai trouvé un enchaînement, vous allez voir, c'est une histoire qui est incroyable. Alors, je vais vous raconter le début, le produit et ce qui s'est passé depuis. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Ouais, j'ai très très envie de connaître enfin cette histoire. Tu m'as mis l'eau à la bouche en coulisses avant qu'on démarre cet enregistrement. Et puis ne ratez pas le tuto audio. Je vais vous apprendre à créer un contact ICE dans votre iPhone. Les pompiers y auront accès en cas de besoin, même si votre téléphone est verrouillé. Ça peut être vital, alors je compte sur vous tout à l'heure pour faire la manip en même temps que moi. Abonnez-vous au podcast, suivez iWeek, la semaine Apple, on est disponible gratuitement partout, Spotify, Deezer, TuneIn et Apple Podcast bien sûr entre autres, où on vous encourage à nous mettre une note 5 étoiles et à écrire un avis, quelques mots bien à vous, et on a encore été gâtés depuis la semaine dernière. Je vous lis ces 2 messages. Nanar Tétard, d'abord j'adore ton pseudo, a écrit: le meilleur podcast sur l'actualité Apple, simplement une bande de potes qui discutent dans la bonne humeur sans se prendre la tête. Un grand merci à toute l'équipe pour son implication et de nous partager leurs analyses et expertises chaque semaine. Merci beaucoup à toi aussi, Nanar Tétard. Et puis Mikey a mis sous un titre constitué de 6 étoiles, 6 icônes d'étoiles. Avec le retour du podcast en vidéo, vous méritez cette 6e étoile. iWeek, le rendez-vous hebdomadaire immanquable. Merci à toute la team iWeek pour ce travail de qualité et pour votre bonne humeur. Eh bien moi je peux te dire que ça nous fait chaud au cœur. Merci encore. Et à vous qui n'avez pas encore laissé de traces écrites sur Apple Podcast et de notes 5 étoiles, on compte évidemment sur vous. Alors Mikey le rappelait, iWeek, la semaine Apple, c'est aussi désormais en vidéo sur youtube.com/iWeek à partir du vendredi. La version vidéo, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en vidéo arrive. Le podcast audio, lui, il reste prioritaire. Vous le découvrez dès le jeudi en fin de journée. Pour nous soutenir, patreon.com/iWeek à partir d'1,50€ par épisode, c'est le prix d'un café en terrasse quand les terrasses existent. Et vous nous aidez à poursuivre iWeek et à le développer avec plusieurs avantages pour vous. Merci à nos contributeurs fidèles. Si on est encore là, c'est grâce à vous. Les réseaux, followez iWeek, Twitter @iWeekNews, Instagram @iWeek.news et Facebook bien sûr. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, la keynote de mardi prochain. On est monté sur ressort, excités comme des marsupilamis. C'est donc mardi prochain à 19h heure française qu'aura lieu la première keynote Apple de l'année 2021. La confirmation est tombée mardi, alors que Siri donnait déjà la date du 20 avril dès lundi soir quand on lui demandait quand aurait lieu la prochaine keynote. Et l'événement semble particulièrement attendu puisqu'à en croire la page YouTube du stream Apple, qui est déjà accessible, 330 personnes attendent déjà, dont Ellie. Tu me fais signe, tu es déjà sur la page YouTube du stream. Ah bah oui. Oui. Tu fais partie de ces 330 fous en fait, c'est ça? Bah écoute, je voulais camper à New York, mais il paraît qu'on n'a pas le droit, donc devant voilà, l'Apple c'est Store. ça. Bon, 330 personnes déjà en stand-by, alors que l'Apple Event n'aura lieu donc que mardi prochain. Alors le titre de cette keynote,
Spring Loaded en américain, qu'on peut traduire par à ressort. Alors le visuel de cet Apple Event, il y a toujours des choses à décrypter dans ces visuels. François, comment est-ce que tu décrirais ce logo Apple ? C'est un joyeux bordel, je trouve. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a plein de formes qui virevoltent. On y voit plein de choses. Alors on va en revenir en détail, donc je veux pas spoiler les points qui vont arriver. Mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est les couleurs. Les couleurs sont très belles, ouais. Pardon, excuse-moi. Oui. Les couleurs sont très belles et je sais pas si vous avez regardé depuis un an maintenant quasiment. Apple fait des animations en réalité augmentée quand vous cliquez longuement sur la page depuis votre iPhone. Et cette animation-là, elle est particulièrement jolie aussi. Oui. Celle-là, elle est incroyable. C'est une des plus belles. Pour ceux qui n'ont pas vu les couleurs, c'est les couleurs multicolores du logo Apple d'origine, non ? Un peu pastel cette fois-ci. Moi, ça m'a rappelé un peu les couleurs de l'iPad Air qui est sorti au mois de septembre. Ça rappelait un peu ça. Ouais. Et il y a quand même un produit qu'on attend impatiemment qui est censé être renouvelé bientôt. Et on a quand même eu des rumeurs comme quoi ce produit en question pourrait sortir en différentes couleurs. Cauchemar. Non, cauchemar. Pas un iMac en 6 couleurs. C'est ça. C'est le cauchemar pour les stocks. Ça rappellerait joliment 1998. Hein. Oui, je sais. Ouais. Mais pour les stocks, je crois que c'est compliqué. Ouais. Je crois que c'est compliqué quand tu gères des stocks. Clément, pour ton info, Eli est le cofondateur de MCS Group qui a 4 Apple Premium Resellers dans le sud de la France. D'accord. Ouais. Okay. On est revendeur Apple depuis 1980, donc je pense qu'on doit être les plus anciens au monde. Et moi, je suis dev aussi depuis 1983, sauf que je ne fais plus de code depuis 20 ans parce que développer une société et développer du logiciel, c'est pas compatible. Donc j'ai abandonné pour l'instant et j'attends la retraite. C'est un bon plan. Tu sais tout, Clément. Alors, bon, les couleurs, ok. Le visuel, donc je dirais que c'est une sorte de... C'est comme un serpent, en fait, hein, qui avance et qui dessine une forme. Alors, c'est le logo Apple, c'est la pomme, mais faite de boucles. Ouais, mais ce que j'ai trouvé, parce que j'ai fait des essais, moi, dans plusieurs pièces, c'est que d'abord, maintenant, il prend tout l'écran si on le laisse faire, donc ils font de plus en plus fort en AR, et il tient compte des objets. Moi, par exemple, il s'enroule autour de la télé, et puis il va s'enrouler autour des pieds de la table, donc vraiment, ils font une interaction qui est juste dingue. Hein. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut rappeler comment on peut visualiser cette animation, ce logo animé en réalité augmentée avec son iPhone ? Sur la page Apple, si tu vas avec un iPhone, il y a Spring Loaded, tu cliques dessus et il te propose de regarder soit la page soit en AR. Tu peux passer de l'un à l'autre. Hop, donc on est là. Voilà. On est donc c'est sur la page apple.com. Hop. Ouais. Alors là, il faut que je l'ouvre du coup. Et ensuite, on appuie longuement sur le logo. Voilà. Et vous avez le petit truc AirKit. On tape dessus. Voilà. Toc. Bon, du coup, vous avez tout mon salon comme ça. Et derrière, il va vous demander de scanner. Et il va vous mettre la jolie pomme dans tous les sens. On voit on la voit pas très bien, c'est des reflets un peu sur l'écran, mais on voit que le logo effectivement se dessine en surimpression sur ta bibliothèque derrière toi. Alors, Eli, yes. Chez Apple en interne, ils ont l'air chauds aussi par rapport à l'événement de mardi, hein. Écoute, oui, c'est très surprenant parce que tu sais, généralement, Apple, ils disent jamais rien, même 2 minutes avant. Et là, spontanément, des contacts que j'ai chez Apple, France, me parlent du vin et ils me parlent de produits. En tout cas, ils ne m'annoncent pas de produits, hein, ils ne sont pas comme ça. Hein. Mais si je leur dis alors l'iPad et tout, ah ouais, l'iPad, l'iMac, c'est... Et après, ils me posent des questions. Mais tu penses qu'on va sortir le 16 pouces ? J'ai dit, je sais pas, tu travailles chez quoi ? Chez qui, toi ? Et après, j'ai dit, non, je crois pas. Ah bon, parce que je pensais qu'on sortirait le 16 pouces. Je fais, non. Calme-toi. Pas de 16 pouces cette fois-ci. Bon, c'est en tout n'importe cas, quoi. En interne, ils poussent l'événement, ils en font la promo
en tweetant, retweetant les tweets officiels. Mais, tu as vu Josviak sur les réseaux sociaux, alors que lui, il a une position élevée chez Apple, hein, il commente, hein, il dit ça va être une des meilleures, c'est incroyable. Hein. Enfin, ça, il nous le dit à chaque fois. Hein. Oui, on a l'impression qu'il est là pour ça, lui, pour assurer la promo à titre presque personnel. Depuis que Phil est parti, Phil a son compte Twitter, mais il n'est pas super actif. Mais je crois que ça fait 2 ans que les execs d'Apple sont sur Twitter et continuent à commenter. Par contre, ils répondent quasiment jamais quand tu leur envoies un message ou c'est peut-être leurs équipes. Hein. C'est peut-être leurs équipes qui contrôlent leur compte, mais Craig Federighi, il est sur Twitter, Tim Cook, il l'est, Apple, il y est, et ils tweetent régulièrement, ils retweetent, ils tweetent. Oui. Ouais. Phil, c'était évidemment Phil Schiller, hein, le patron du marketing mondial qui a pris sa retraite, on peut dire ça, il y a quelques mois. Il est devenu Apple Fellow. Voilà. Il a pris du recul. Alors très fort, ouais. Au niveau du décryptage de ce logo, il y en a un qui a fait très fort, c'est Sami Fati, qui est journaliste à MacRumors, le site que vous connaissez probablement. Alors, il a zoomé sur le logo de l'Apple Event de mardi prochain, cette pomme donc Apple stylisée, qui est représentée par une série de boucles multicolores, et se zoom sur les 2 boucles centrales, une fois qu'il a tourné le logo de 45 degrés vers la gauche. Eh bien, en fait, c'est vrai qu'on distingue assez nettement un E et un L. Donc, ça fait L, hein, EL, comme dans Hello. Ou Help. Et c'est vrai que ce E et ce L peut faire penser au Hello, qui est le message associé au Mac depuis toujours. Voilà, ça pourrait être un indice qui corrobore peut-être l'annonce de l'arrivée de nouveaux iMac mardi à processeur Apple Silicon. Est-ce que tu as vu ce gros plan, Clément, sur le visuel ? Alors j'ai pas vu ce gros plan. Par contre, je vais mettre un veto dessus parce que on est à la keynote de printemps et que la WWDC aura lieu. On va en reparler dans 2 mois à peu près. Et que généralement les nouveaux Mac sont révélés plus souvent à la WWDC qu'aux événements du printemps. Mais est-ce qu'il n'y a pas urgence, Eddie, que au moins les iMac arrivent très vite ? Écoute, moi je crois que pour une fois on pourrait être surpris et que ces iMac arriveraient peut-être la semaine prochaine. La WWDC, je crois, et on l'a dit la semaine dernière, sera vraiment consacrée à la réalité augmentée et aux Apple Glass et tout ça, et du coup il n'y aurait peut-être pas d'annonce hardware pour une fois, à part ce qui serait lié à la technologie, mais qui sera à l'état de prototype. Tu parles de lunettes qui seraient des prototypes de lunettes. Ouais. Oui, ou d'un iPad modifié pour pouvoir afficher en AR tout le temps, parce que je ne sais pas si tout de suite on va avoir des lunettes même en proto à se mettre sous la dent. Je crois que c'est début 2022, pas avant. Mais bon, en tout cas, possible les iMac, parce que pour plusieurs raisons, hein, parce qu'il y a beaucoup de codes et beaucoup de références dans la 14.5 qui va arriver, et que si ça avait été pour la WWDC, il n'y aurait pas eu ces références, ils les auraient peut-être gardées pour la bêta d'iOS 15 ou d'autres choses, hein. Donc ils mettent pas des codes produits dans une version qui va durer 1 mois et demi si le produit sort pas, hein. Donc à mon avis, hein. Après... Attends, tu dis qu'il y a des références à Mac dans iOS Beta 14.5. Oui, et aux iPads dans le code. D'accord. Donc dans Big Sur pour les Mac, dans Big Sur 11.3, pardon, j'ai pas précisé assez et tu as raison de me rappeler ça. En ce qui concerne les iPads, c'est dans la 14.5, la bêta 8, et en ce qui concerne les Mac, c'est dans Big Sur, dans la dernière bêta de Big Sur. iOS ne parle pas de Mac, bien sûr. Hein, donc, oui, non, mais c'est d'accord, c'était pas clair. Oui, mais tu as raison. C'est parce que je ne suis pas tellement sur les bêtas de macOS. Par contre, j'ai plusieurs appareils sur les bêtas d'iOS, évidemment, et j'avais vu les références à l'iPad, mais pas sur le Mac, donc forcément, d'où ma question. Non, mais tu as totalement raison, parce que tu sais, systématiquement, dès que je dis un truc comme ça, il y a Fabrice qui va me reprendre après avoir vu le podcast en disant il a encore dit n'importe quoi. Fabrice qui est un de nos fidèles, plus qu'un follower, il nous rate pas, Fabrice, mais avec beaucoup de bienveillance et de manière très sympa chaque semaine. Alors, les annonces attendues ou espérées mardi. Je vous propose qu'on passe en revue
les différentes possibilités et qu'on évalue leur probabilité. Si je vous dis nouveaux iPad Pro, dont un modèle probablement à écran mini LED. Certains, parce que même quand je l'ai dit à Apple, ils m'ont dit oui. Donc tu vois, Ah. Ouais. Bon, Comment il a des bruits de couloir, l'autre? Je suis jaloux. Ouais, 41 ans de travail avec Apple, à force. Bon, on parle de deux. J'étais même pas né. Ah, t'étais même pas né, oui. Moi non plus. Non, c'est pas vrai. Bon, on parle de deux tailles d'écran. 11 pouces et 12 pouces 9. Ça nous change pas trop. Par contre, ce qu'on avait évoqué, c'est le fait que l'écran mini LED serait réservé au grand modèle. C'est ça. Possible. Pas donc au modèle 11 pouces. À l'intérieur, ce serait un processeur A14X. Donc, on va dire l'équivalent pour l'iPad de la puce M1 des Mac. Oui, on peut dire ça. C'est ça. Comme ça. Et précurseur de la M1X qu'on verrait peut-être aussi. Donc, Voilà, qui serait basé sur du coup le A14X. Ouais. Ça fait envie, hein. Rien que ça fait envie. Bah, Bon, si on augmente le nombre de cœurs, si on augmente le nombre de GPU, tout ça, ben oui. Hein. Bon, à l'intérieur, on parle d'un modem 5G pour les modèles Wi-Fi plus cellulaire. Oui, ça devient intéressant. Ouais, j'attends juste qu'Orange baisse ses tarifs 5G parce que pour l'instant c'est une vraie arnaque. Mais oui, avec plaisir. Mais c'est pour ça que nous sommes chez Free, où on paye exactement le même prix qu'en 4G. François, tu fais non de la tête. Hein. Toi, tu es chez SOS. Moi aussi, c'est ça. Et je suis resté à la 4G parce que je trouve que la 4G, c'est déjà très bien. Ouais. T'as un iPhone 12 pourtant ? Ouais, le jour où ils me fileront la 5G pour le prix de la 4G, je changerai, mais j'ai eu deux mauvaises expériences avec Free en mobile, donc pour l'instant, je suis resté les cloches. Ouais, mais ça dépend de la région, c'est vrai. Ouais. Alors, pour la petite histoire, j'ai ma puce Pro qui est chez Free, qui est très bien parce que quand on voyage, le roaming et la data incluse est juste incroyable. Bon, après, faut pas aller se perdre en Asie, hein, parce que sinon, Vietnam, Cambodge et compagnie, bah, c'est mort. Mais les États-Unis, le Canada, c'est incroyable. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça, c'est vrai que quand on voyage, pour ça, Free, c'est extraordinaire comme donc depuis un an, ça nous sert beaucoup. Ouais. Oui, c'est ça. Merci François, merci. Bon, juste, on va découvrir une nouvelle technologie d'écran avec le mini LED. Oui. Quel intérêt ? Il y a un contraste qui est plus élevé, une luminosité qui est plus élevée, ça consomme moins d'énergie. Mais est-ce que c'est meilleur en qualité par rapport à l'OLED ? Pas sûr. C'est l'OLED du pauvre, quoi. C'est en attendant d'avoir des écrans OLED à pas cher pour l'iPad, quoi. Ceci dit, Samsung François a mis tous ses téléviseurs haut de gamme 2021 en mini LED, hein, les hauts de gamme. Hein, donc, alors, ils sont pas des téléviseurs du pauvre, hein, ceux-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En techno, je pense que si Apple l'implémente sur les iPad Pro, ça reste accessible. Quand on voit le prix des écrans de télé OLED par rapport à des écrans LCD, il y a quand même un gros gap, quoi. Ouais. Bon alors, certains rêvent déjà d'un iPad Pro HDR qui pourrait servir d'écran de calibration avec Final Cut via la technologie Sidecar à côté du Mac avec son moniteur. Oui. Il faut savoir que mardi, le chef produit Final Cut chez Apple a fait une démo des workflows HDR dans Final Cut et certains de ceux qui y assistaient y ont vu un signe à une semaine de l'Apple Event qui a donc été confirmé mardi. Ça pourrait être rigolo de faire la calibration sur un iPad Pro avec un écran peut-être avec des caractéristiques particulières. Bah, ce qui va être très bien, c'est que si jamais c'est vrai, chacun va avoir son produit favori à cette keynote. Hein. Benjamin va avoir son Final Cut Pro qu'il attend depuis 1 an ou plus, le nouveau. M1 peut-être, optimisé, tout. Hein. Bon, les iPad Pro, on met une pièce dessus. Hein. Oh, pas une pièce, un billet, un gros billet. Ouais, un gros billet. un bitcoin. Bon, deuxième annonce possible, et là je sais que Clément va frétiller, ces fameux AirTags. Yes. Alors donc, ce sont des trackers d'objets, hein, pour parler français. Pourquoi est-ce que ça te fait tellement envie, Clément ? Parce que je crois que comme François, je suis un gros fan d'IoT, de domotique et de tous ces petits trucs-là qui s'y rapportent. Que j'étais un grand fan des tiles pendant longtemps.
Mais leur app, ils ont basculé sur un modèle freemium qui est absolument dégueulasse. Et il faut avouer, dites ce que vous voulez, mais l'intégration bottom-up des produits Apple est juste incroyable. Et avoir ses clés, ça va être ses clés de voiture, ses clés d'appart, potentiellement son sac à main, j'en utilise pas, mais mon ami en a un. Sur son application Apple, c'est juste ouf, quoi. Après, je me méfie quand même du tarif, parce que bon, ça reste la marque à la pomme. Donc je pense que jusque 79 balles, ça passerait. Cher pour un tag. On parle de moins cher que ça, hein. Oui. J'aimerais bien moins cher, mais encore une fois, moi, ça m'embête pas de mettre. C'est une réflexion que je fais souvent quand je donne des cours ou de dev ou ailleurs, ou même en conf. Ça m'embête pas de mettre le prix quand le produit est vraiment bien intégré. C'est-à-dire que à la manière des AirPods Max, je vais les approcher de mon iPhone, hop, ils vont être configurés. Avec mon compte iCloud, j'ai pas besoin de rentrer de mot de passe, pas besoin de créer de compte. De la même façon, l'AirTag, je l'approche de mon iPhone, boum, il se connecte à mon compte, iCloud, il apparaît dans le localisé, je le mets sur mes clés, je le mets sur mon sac, je le mets sur mon ordinateur. C'est juste incroyable. Donc ça m'embêterait pas de payer. Allez, soyons plus raisonnables, faisons pas le riche. Ça m'embêterait pas de payer jusqu'à 50 balles. Après, j'y réfléchirai peut-être. Mais je sais très bien que je vais pas réfléchir et que je vais me jeter dessus. Mais tu sais, le problème c'est que comme Apple nous écoute, si tu dis que tu es prêt à payer 80 €, ils sont capables d'augmenter le prix, hein, donc il faut pas. Ce sera de ta faute, Clément. Je vais passer en Apple Store. Ah, mais tu as dit que tu étais prêt à payer, tiens, boum. Moi j'ai vu des tarifs qui étaient plus proches de 39 $, je crois, hein, hors taxe. Oui, ce qui se traduit par 40 et quelques euros en France à cause de la TVA. François ? Qui serait moi je trouve ça. Pardon, excuse-moi. Non, mais j'ai un doute, moi, sur la sortie des AirTags. Je leur verrais bien un destin à la AirPower pour une raison toute simple. C'est qu'Apple a lancé le produit, a annoncé cette fonctionnalité-là la semaine dernière officiellement, et a annoncé donc le premier vélo compatible, a annoncé aussi un partenariat avec une marque qui s'appelle Chipolo, qui faisait déjà des trackers, des petits trackers, et qui va sortir des trackers compatibles avec localisé. Je trouverais ça étrange qu'ils aient sorti ça 15 jours avant de présenter leur propre produit. Sauf à se dire, on va éviter d'avoir une position prédominante et on va laisser la place aux autres d'abord. Je sais pas, je trouve ça étrange d'avoir sorti ce truc-là il y a 15 jours et de pas avoir attendu de sortir ses propres AirTags pour dire regardez ce qu'on est en train de sortir. Non, moi j'y crois. Moi j'y crois aux AirTags. Ça fait longtemps que la rumeur elle court, hein. Ça fait longtemps qu'il y a des traces dans les SDK. Après, encore une fois, c'est un souhait parce que vraiment l'application, techniquement, Tile avait fait du bon travail. Ils avaient essayé de faire des choses bien avec une intégration avec Shortcuts, avec une intégration Siri. Ça marche absolument pas. Mais quand je lui demande de faire sonner mes clés de bureau, c'est mes clés de voiture qui sonnent. Aïe, ah oui. Trollolo. Voilà. Bon, en tout cas, ça devrait être des trackers tout petits, hein, ronds, on imagine ronds, relativement plats, hein, c'est quoi, 2-3 mm d'épaisseur, c'est ça ? On a vu les rendus en 3D, en long, en large et en travers, c'est dommage s'ils sortent pas après tout ce qu'on a vu comme info. Hein. Bon, en tout cas, tout est en place dans iOS 14.5, hein, donc sur le papier, tout est prêt. Donc, alors on a mis un gros billet sur les iPad Pro. On met un billet sur les AirTags. Ouais. Ou une pièce. Un petit billet. Ouais, un petit billet ou une pièce. Ouais. Oh non. Non. Parce que moi j'aimerais beaucoup qu'ils sortent, mais je suis pas sûr que cette fois-ci ils sortent. Qu'ils sortent dans l'année, j'y crois. Qu'ils sortent d'ici la WWDC, peut-être. Est-ce qu'une keynote mérite un AirTag ? Je sais pas. Mais bon, moi j'espère. Hein. Bon. Si je vous dis Apple TV. J'adorerais. J'y crois plus, moi. J'adorerais. Pardon, excuse-moi. Tu es aussi utilisateur de l'Apple TV, Clément. Ah, moi je suis un grand fan de l'Apple TV. J'ai acheté mon appartement il y a 2 ans maintenant. Quand j'ai déménagé, j'ai dégagé ma box Orange.
Je suis sur Molotov et sur MyCanal et je regarde mon live dessus et je paye pas la box horrible, la télécommande avec une UX dégueulasse d'Orange. J'ai mon Apple TV, je contrôle ça depuis mon téléphone. Je paye Molotov 4 balles par mois et j'enregistre 100 heures de vidéos. Franchement, je suis un énorme fan de l'Apple TV. L'intégration, elle est seamless. Là, je travaille sur un projet pour un client qui est le Netflix du fitness pour les personnes âgées. On va faire un truc de taré sur Apple TV. Franchement, j'espère. J'espère. Ça fait envie. Ah ouais. Ben moi j'espère aussi. Le Netflix des personnes âgées, Benji? C'est un Netflix du fitness pour les personnes âgées. Bah attends, c'est génial. C'est pour Ellie du coup. Je serai bêta-testeur. Date pour que tu reviennes nous en parler quand ça sortira, Clément. Ben oui. Ça sortira normalement pour la Dub. C'est prévu pour. Ah, pas mal. Bon, Ellie, moi je crois que ta patience va être récompensée un jour ou l'autre quand même. Écoute, depuis 2017 qu'on l'attend cet Apple TV, hein. Donc, ouais. Alors, soit ils sortent un modèle juste parce qu'ils rafraîchissent le processeur, donc ça sera pas une grosse révolution, et là il peut sortir, ça fait des années qu'il est prêt. Peut-être un HDMI 2.1 pour être compatible avec les derniers téléviseurs, etc. Ils vont pas le faire 8K parce que ça servirait pas à grand chose, honnêtement, vu le contenu qu'il y a aujourd'hui déjà en 4K. Mais ce qui m'a fait un peu peur, c'est ces rumeurs dont on va parler plus tard dans la rubrique rumeurs. Que si on commence à lui rajouter des écouteurs, une caméra et les rendus que François a trouvés sont juste incroyables, mais ces produits-là, ils sont pas du tout prêts. Hein. Donc ça, c'est au stade de l'ingénierie. Donc soit ils sortent un Apple TV pas révolutionnaire tout de suite et les autres produits plus tard, soit ils le sortent pas du tout et on va encore attendre au moins 1 an avant de voir ces produits dont on va parler tout à l'heure. Alors, si je dis pas de bêtises, le dernier Apple TV, il est sorti pendant une keynote de printemps, et quand ils ont sorti le nouveau modèle. Hein. C'est le seul cadeau qu'Apple ait jamais fait. 4 ans, ouais, ça. C'est le seul cadeau qu'Apple ait jamais fait à ses devs. Au-delà du DTK à 500 balles, et c'était même pas un cadeau parce qu'on devait le renvoyer. Mais j'avais eu une Apple TV pour 1 euro pour faire les premières applications. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Yes, sympa. Bon, Apple TV. Qu'est-ce qu'on fait? Une petite pièce. Toute petite pièce. Pas sûr. Petite pièce jaune? Ouais, pièce jaune. Une pièce jaune. Bon. Tu mettras la musique de Daft Punk pour aller... Bon, on rentre dans des domaines un peu compliqués là, mais je suis obligé de vous poser les questions. Si je vous dis iPad mini. Oui, probable. Il n'y a pas de raison. Ouais, alors après, il y a iPad mini. Hein. Si c'est juste nous mettre un processeur A14 et garder le design du vieil iPad mini d'il y a 2 ans, qui était déjà une version évoluée de l'iPad mini d'il y a 6 ans, autant directement le mettre au cimetière. Mais c'est ce qui risque d'arriver parce qu'il y avait eu des rendus 3D, rappelle-toi, d'un iPad mini qui ressemblait à un iPad Pro. Un iPad Air. Oui, un iPad Air. Plutôt un iPad Air à cause du Touch ID et pas du Face ID, mais plein écran et tout, et ça nous excitait beaucoup. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie de l'avoir, celui-là. C'est vrai que si c'est le même que mon iPad mini 5, puisque moi, j'ai un iPad mini et c'est l'iPad que je préfère, avec un processeur plus rapide, étant donné que je l'utilise pour regarder la télé, et pour lire, j'ai pas besoin d'une puissance de malade. J'ai besoin d'un écran plus beau et plus grand. Ouais. Tu arrives à lire sur ton iPad mini? Mais j'ai 4000 bouquins dessus. Moi, je lis aussi. D'accord. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Parce que le rétroéclairage, en fait, m'empêche de dormir après. Ah, mais je le réduis pas mal, le rétroéclairage. Mais le gros avantage, c'est que je le prends à une main. Et ça, c'est génial pour lire. Parce qu'un iPad normal, même avec un écran plus grand, tu es obligé de le tenir à 2 mains. Ouais, on est d'accord. Sur le coup, mais tu vois, sur la question de la puissance, j'en ai offert un à ma maman d'iPad mini, je crois, en 2014, si je dis pas de bêtises. Et il tient encore la route. Il est encore mis à jour. Il a iOS 14. Il est nickel, quoi. Au quotidien, j'utilise un iPad mini. J'ai réutilisé un iPad mini 2. Donc vous voyez qu'il commence à dater. Honnêtement, pour de la lecture, un peu d'internet, mais vraiment un tout petit peu d'internet, ça tourne super bien. C'est des machines qui ont une durée de vie, c'est monumental. Hein. La seule limite, voilà, c'est des pages internet hyper gourmandes où ça rame, quoi. Mais ça reste une super machine quand même, l'iPad mini. Ouais. Donc s'il te plaît, Apple. Ce serait bien. Moi, je pense que l'iPad mini mérite une vraie mise à jour pour le mettre à niveau. Et il pourrait faire un carton avec un vrai iPad mini digne de ce nom, millésime 2021.
Là on rentre dans la partie qui moi me ferait bien kiffer. Si on Mais pouvait qui avoir n'arrivera pas. un nouveau Mac Si, en partie. à processeur Apple là, mardi, moi ça me ferait bien plaisir. Alors, Et si c'était un iMac, ça me ferait encore plus plaisir, je crois. Si Apple faisait, et peut-être qu'ils le feront pas, probablement ils le feront pas, s'ils nous écoutaient comme on a dit tout à l'heure, tel qu'on l'a dit dans les autres émissions précédentes, l'évolution logique serait un iMac avec des écrans plus grands, puisqu'on a parlé, rappelez-vous, de 24 et 32 pouces, en processeur M1X dérivé du A14X de l'iPad, et ça serait cohérent. François fait les 2 pouces levés là. Et on garderait les 14 pouces et 16 pouces redesignés sans touch bar, mais avec sortie HDMI et SD card dont on a entendu parler, pour le mois de novembre, en tout cas pour après la sortie de l'iPhone, donc octobre-novembre, et eux viendraient à l'anniversaire de la sortie du M1 et seraient en M2, carrément. Deuxième génération, et c'est là où on pourrait aller jusqu'à 32 cœurs, etc. Parce que le MacBook Pro, il faut que ce soit une machine pro, et c'est là où les gens qui font du Final Cut en extérieur, des grosses sociétés qui l'utilisent, etc., ont besoin de puissance. Donc, et là, ça se justifie de mettre un M2, ça se justifie d'avoir un super ordinateur professionnel. Alors J'espère. François, est-ce que je peux avoir ton avis là-dessus, là, sur les nouveaux iMac peut-être mardi? Je trouve qu'il y a pas mal de signaux qui, depuis quelques semaines, il y a quand même eu des ruptures de stock, des arrêts de modèles avec du SSD, etc. etc. Moi, ma seule crainte, c'est que Apple nous sorte uniquement un modèle 24 pouces, le petit, avec un processeur A1X, et attende un peu pour nous sortir un modèle 32 pouces. Parce que le modèle 32 pouces, ce sera quand même un modèle qui risque d'être un peu plus haut de gamme. Et Ellie nous le disait tout à l'heure, pour l'instant, on est limité au niveau du nombre de cœurs avec les processeurs M1. Donc si on peut avoir plus de processeurs uniquement sur le modèle M2, est-ce que le grand modèle, un peu le remplaçant de l'iMac Pro, viendra pas dans un second temps? Et ça, ce serait très dommage, je trouve. À titre personnel, je voulais m'acheter un grand, donc je serais encore plus frustré. Ouais. On part toujours d'un 32 pouces. Hein. Ouais, mais est-ce qu'ils vont sortir les deux en même temps? Moi, je pense que oui. Parce que le M1, et donc là je ne sais pas pour le M1X, mais le M1 aujourd'hui marche très très bien sur le XDR Apple. Moi j'ai connecté un Mac mini dessus, c'est juste un bonheur, comme ça s'affiche vite. Donc ça le gère très très bien. Honnêtement, il y aurait une énorme déception s'ils sortent pas un vrai nouvel iMac avec les processeurs. Par contre, je avis, crois moins un iMac 24 Pro. pouces. Je pense qu'Apple ne sortira plus d'iMac Pro. Ça a été un tel échec. Lapsus. Un tel succès. C'était moi quand je parle Apple, je vais dire succès. Je dis non, qu'est-ce que je raconte Souviens-toi, t'en as vendu 5, Ellie, je crois. En 4 ans. Je suis pas client, j'ai jamais été client iMac. Parce que de par mon boulot, je suis souvent en meeting, je suis pas mal à l'étranger, avec des clients aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis. Donc je suis avec un setup avec un MacBook Pro et des écrans externes connectés en USB-C avec des temps de réponse de taré. Alors je suis pas vraiment un grand fan de ces produits-là. J'en ai offert à ma maman qui tourne très bien. Moi, encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour moi, les Mac, ils sont lancés à la dub-dub. Alors, effectivement, Ellie, peut-être qu'ils vont focaliser cette dub-dub sur la R. Alors, je ne parierai pas là-dessus. Bon. Pourquoi pas, mais je ne parierai pas là-dessus. Sur la R à la dub-dub, c'est ça? Non, sur les iMac. Sur les iMac à la dub-dub. Tu me rassures. À la dub-dub, ça va plutôt être des machines pro. Donc le MacBook Pro 16 pouces. Pas prêt. Tu serais pas déçu, Clément, qu'il soit pas prêt pour le mois de juin? Ou en tout cas pas annoncé au mois de juin? Je vais être très franc. Là, sur le coup, je vais la jouer un peu égoïste. Je regarde pas tellement les machines parce que mon ancien 15 pouces MacBook Retina est tombé en rade en juillet. Donc du coup, j'ai dû racheter en urgence un Mac. Bon, malheureusement, du coup, j'avais pas le M1. Je suis un peu deg. Et vu le prix que j'ai mis dedans, je changerai pas avant 3-4 ans. Ouais. Sauf si j'arrive à le revendre, pourquoi pas. Ça me fait un peu chier, je t'avoue, franchement. Mais bon, puisque j'ai des potes qui ont un M1 et voir les applications Rosetta et Apple Silicon, voir les applications iOS tourner sur macOS, c'est un vrai kiff.
Donc est-ce bon. est-ce que ça va pas devenir une obligation pour toi de passer au M1 en tant que développeur? Ah si, bien sûr. Si. Mais encore une fois, tu vois, je suis pas. Je suis d'avis. Alors, je suis voilà. Il y a quand j'étais jeune développeur, donc il y a 8-9 ans. Il y a 6 mois, oui. Absolument. Il y a 8-9 ans, je faisais tout, je fonçais tête baissée dans tout. C'est-à-dire que à peine la dub, j'allais mettre la nouvelle bêta d'iOS sur mon téléphone de prod. C'est mal. J'allais mettre. Ça te fait engueuler, hein. Ouais, non, mais je me faisais engueuler et je me faisais rire dessus par des gens qui avaient plus d'expérience que moi, mais c'était il y a 10 ans, quoi. Aujourd'hui, bah ouais, j'ai mes iPhones de dev, j'ai des iPads de dev, j'ai des Mac de dev, donc je fais plus. Donc du coup, chat échaudé crâne froide, et j'achète plus spontanément la première version d'un premier produit. Tu vois, quand le MacBook Pro Retina est sorti, j'ai attendu la deuxième version. M1, je pense que je vais faire pareil. Quand le M2 sortira... Peut-être que. Mais quoi qu'il en soit, il faudra que je revende celui-là parce qu'il m'a coûté 2 reins. Et puis il faut laisser un tout petit peu de temps aussi à Parallels de nous sortir un émulateur si jamais ils veulent le faire. On va en reparler. Intel, on va en parler tout à l'heure parce que moi je ne pourrais pas changer mon 16 pouces si je ne peux pas me connecter à des anciennes versions de macOS. À mon grand désespoir. 16 pouces. Ah oui, t'as le 16 pouces toi aujourd'hui. Moi j'ai le 16, mais pas un M1 bien sûr. Hein. Donc j'ai le 16 pouces traditionnel. Mais s'il sortait un M2, je serais comme un fou pour l'acheter. Mais pour des raisons internes, professionnelles, si je ne peux pas émuler une ancienne version de macOS sur un M1, je ne peux pas l'utiliser parce que du coup il me faudrait 2 ordinateurs. Bon, c'est pas impossible. Hein, mais... Bon, alors résumons pour mardi. Pas de Mac. Sauf surprise. Énorme surprise, c'est ça? Non, moi je dis iMac, peut-être, on n'est pas d'accord avec Clément, mais moi iMac, j'y crois. Hein. Bah, qu'est-ce qu'on met sur l'iMac alors? On met. Moi je mets rien, vous mettez ce que vous voulez. On met un chèque. Une carte bleue sans contact, on met. Non, mais on fait un petit billet achat, quand même, on met un bon d'achat Apple Store parce que si on ne l'utilise pas, on se le fait rembourser. C'est ça. Bon, j'ai encore 2 propositions à vous faire. Allez. Les AirPods 3. Non, pas prêt, hein. Septembre. Ouais, événement iPhone, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, les AirPods Pro 2, on n'en a pas parlé, mais pareil, ils pourraient sortir, mais peut-être pas avant l'iPhone. Ils ont combien de temps les AirPods Pro? 1 an? 2 ans et demi, ils sont sortis en novembre 2020. Déjà? Ah ouais. Oui. Ouais, ça, 1 an et demi, 2 ans, ouais. Ok, mais bon. je pense que ça va bien avec un lancement d'iPhone. Oui, c'est logique. Ça me semble très cohérent. Et comme dernière l'AirPower, question. pareil. Ouais, c'est ça. Dernière question. Dernière éventualité. Des lunettes de réalité augmentée dès mardi? Oh non. Aucune chance. Non. 0 logiciel, 0 dev. Sauf si Apple sort un truc ou deux. Mais ce qu'on disait tout à l'heure était très pertinent. Moi, je disais il faut minimum 6 mois pour qu'un développeur sorte une app, et Clément m'a corrigé en disant il faut 1 an. Et donc, c'est autant, tu vois, pour reprendre sur ce sujet-là, mais on parlera peut-être un peu plus dev avec les sujets de qui arrivent. Oui, d'accord, quand Apple sort une bêta et que la version finale sort 3 mois plus tard, les updates sont pas monstrueuses. En fait, tu refais pas une app à partir de 0. Donc oui, 3-4 mois pour refaire ça, très bien. Si t'es focus là-dessus, parce que généralement t'as pas 3 mois juste pour t'accorder sur les fonctionnalités, parce qu'il faut que les product owners ils testent les bêtas et machin et trucs. Mais un nouveau produit from scratch, nouvelle UX, nouvelle UI, il faudra au moins 1 an, au moins. Pour que les développeurs trouvent des idées, pour que les développeurs testent le produit, le reçoivent déjà, parce que si jamais ils sortent ça, on est certain que ça va être comme le HomePod, et que derrière ils vont en avoir 500 en stock. Soit il est ship à des développeurs, soit derrière il les met au grand public et le développeur en achète un de façon standard, et ça va être extrêmement difficile de s'en procurer, et tu n'auras pas d'expérience correcte avant 3 ans, quoi. De toute façon, je te rassure, les rumeurs disaient que les lunettes seraient printemps 2022 au stade actuel. Hein. Donc, c'est-à-dire que les devs travailleraient avant, mais c'est printemps 2022. Clément, juste pour que tout le monde comprenne, y compris les novices, UX, UI,
C'est quoi? Alors, UX, c'est User Experience. Ça va être tout le chemin que l'utilisateur va faire dans l'application. Comment est-ce que le menu va s'afficher? Comment est-ce que d'un élément A, l'utilisateur va aller à la vue B? Et l'UI, c'est User Interface. Donc là, c'est vraiment le design, en fait. Comment est-ce que l'icône est rendue? Quelle police on utilise? San Francisco, hein. Sinon je ne serais pas d'accord avec vous. Oui. Ou New York, éventuellement. Ouais. Non. Mais du coup, donc l'UI, c'est vraiment le rendu visuel de l'application. Les deux sont souvent confondus, mais les deux fonctionnent de pair en permanence. Donc clairement, c'est trop tôt. Le moment n'est pas encore arrivé pour les fameuses lunettes de réalité. On aura peut-être un son de cloche à la WWDC, mais sortie grand public. Enfin, j'espère sincèrement que la sortie grand public se fera un an et demi après qu'il l'ait annoncé, parce que sinon, ça va être très difficile pour les développeurs de se ruer dessus. Il faut pas. Rappelle-toi l'Apple Watch, hein, ils avaient mis longtemps entre la présentation et la sortie du produit. Hein. Il y avait eu 8 mois. Oui, mais c'était plus simple. Ouais. C'était plus simple, et ça me rappelle un super talk à la WWDC, donc c'était en 2016 ou 15, je sais plus, 15. J'ai un doute. Bref, c'est pas où il y avait une application qui à l'époque s'appelait Capitaine Train. Qui a depuis été racheté par Trendline, où Capitaine Train, pour avoir son application, pour avoir son flux en fait, son UX Apple Watch, avait fait un espèce de simulateur, et c'était Nicolas Bouillot qui avait fait ça, et on avait beaucoup ri parce qu'Apple avait utilisé le visuel que Nicolas avait posté sur Twitter dans le talk de la WWDC, et l'application Capitaine Train était vraiment top sur Apple Watch. Excellent. Alors bon, cette keynote de mardi, on en a parlé, elle a un titre qui est Spring Loaded. Alors je vous ai donné la traduction du dictionnaire. Hein. Spring Loaded, ça veut dire à ressort. D'où mon allusion au marsupilami, etc. Oui. Mais Spring Loaded en anglais, ça veut aussi dire que le printemps va être riche. Oui, ça veut dire plein de surprises aussi. Ça veut dire qu'il va se passer plein de choses. Et donc je retiens donc les nouveaux iPad Pro, ça c'est quasiment acquis. Les AirTags, probable. L'iPad Mini aussi. L'Apple TV, peut-être. Et le reste, peut-être les iMac. Et peut-être. oui, voilà, il veut pas de nos iMac, François. Il nous Non, il en veut pas, mais. Non, mais moi j'y croirais quand ils seront là. Voilà. Bon. Voilà. Je pense qu'il faut quand même qu'ils gardent un peu de hardware pour la DubDub. Parce qu'en fait, quand on fait le ratio, s'il ne parle que dev, ça ne nourrit pas la presse, en fait. Parce en même temps, c'est virtuel cette année, donc bon. Arrête, je vais pleurer. Je sais. Bon, en tout cas, mardi, c'est dans 5 jours. Ça va arriver très vite. On espère vous retrouver pour suivre cette keynote dès 18h30 dans notre cas. On vous confirmera tout ça sur les réseaux, d'où l'importance de nous suivre sur Twitter @iWeekNews, Instagram @iweek.news. Cette keynote qui démarrera donc à 19h mardi soir. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a pas mal d'actu cette semaine. On sent que la keynote est en approche. A tout de suite. Pommes, le journal de la semaine, les infos qui méritent d'être sauvegardées dans votre tête. On commence, Ellie, par une mise à jour qui est arrivée il y a quelques heures. Oui, et qui va rassurer plein d'utilisateurs M1, puisqu'en fait, Parallels a annoncé hier la mise à jour 16.5, et qui, figurez-vous, est compatible M1 officiellement. Donc, et tu l'as déjà installé? Et je l'ai déjà installé, mais pas sur un M1, puisque j'ai un 16 pouces. Mais oui. Elle marche telle quelle, et je vais la tester sur M1 dès que je réussis à en mettre la main sur un, car vous savez que je n'ai toujours pas de M1 moi. Et donc je vous en parlerai, mais ça va rassurer plein de gens qui voulaient utiliser par exemple du Windows sur leur machine M1. Alors est-ce que Microsoft va vendre la licence officiellement pour Windows 10 ARM? Parce que Parallels c'est bien, mais il faut pouvoir installer Windows avec. Et oui. Pour l'instant, ça n'émule toujours pas le code Intel, donc pas les anciennes versions de macOS 10.
Et je vais me rapprocher à nouveau de l'ingénierie de Parallels pour savoir s'ils ont réellement abandonné le projet, ce qui serait une énorme déception, ou si ça va arriver plus tard. Voilà. Alright. L'Apple Watch pourrait-elle détecter le Covid-19 et d'autres affections respiratoires ? C'est ce qu'Apple veut déterminer en lançant une étude avec l'Université de Washington et des spécialistes de la grippe basée à Seattle. Le site Seattle Flu recherche d'ailleurs des volontaires de 22 ans et plus dans la région de Seattle. Apple leur fournira une Apple Watch qu'ils devront porter jour et nuit pendant 6 mois au moins. On en aura donc des nouvelles sans doute à la fin de cette année. François, tu nous as dit un mot tout à l'heure de cette ouverture de la fonction localiser mon objet. Alors j'ai mis localiser mon objet parce que je savais pas trop comment l'appeler, c'est la fonction localiser en fait. C'est ça en fait. Donc ça faisait un petit paquet de temps, Ellie nous avait montré une petite astuce pour le faire apparaître il y a déjà plusieurs semaines. Donc c'est officiellement lancé, donc pour l'instant il y a eu un partenariat avec une marque de vélo électrique qui s'appelle, je vais le prononcer mal je pense, mais VanMoof, qui est une des marques hyper connues en matière de vélo électrique, qui font des vélos hyper design, et donc du coup ils sont compatibles avec ce système-là. C'est des vélos à 2000 € quand même, hein, donc voilà. Ça donne peut-être un indice du prix de la fonction. Je sais pas combien ils auront payé Apple pour avoir le droit de mettre localisé. C'est écrit sur le vélo en fait, juste en dessous. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Il y a une marque qui s'appelle Chipolo qui fabriquait déjà des trackers des petits trackers qui en ont annoncé un modèle compatible. Alors faites attention, moi j'ai failli me ruer dessus. En fait, le modèle compatible avec la fonction localisée n'est pas encore sorti et sortira au mois de juin. Donc ne vous ruez pas sur les produits Chipolo, pour l'instant ce sera un produit qui va être mis à jour et vraisemblablement il vaudra une 30aine d'euros à peu près si c'est comme les produits actuellement vendus par cette marque. Ça arrive et je trouve ça vraiment bien. Moi j'ai déjà prévu d'en acheter, hein, je suis un peu comme Clément. Moi je vois un intérêt par exemple pour mon vélo, parce que je me suis acheté un beau vélo de route et j'aimerais pas qu'on me le vole. Et donc si on me le vole, j'aimerais bien pouvoir le retrouver. Donc l'idée c'est de mettre un petit tracker éventuellement dans la petite sacoche où il y a le petit kit de démontage de roues en cas de besoin. Ça peut aller avec le sac de l'appareil photo. Enfin, je pense comme Clément, je vais en acheter 2, 3, 4 parce qu'il y a pas mal d'objets qui me paraissent intéressants de savoir où ils se situent. Faudrait vite retrouver ton vélo avant qu'on enlève le tracker. Hein. Oui, bah après c'est un risque, hein, mais. Voilà, mais c'est déjà une sécurité supplémentaire, c'est sûr. Sur le sujet des vélos, tu parlais du prix de 2000 € pour un vélo électrique haut de gamme. C'est pas cher. C'est pas cher. Il y a un très bon vélo Kalkoff, ça peut monter à 5-6 000 € sans problème. Il y a Moustache qui fait des vélos, Angel Bike qui sont pareils, ils sont à 2100 €. Angel, c'est les vélos de Marc Simoncini, hein, avec le designer Oraito, qui sont très très beaux. Il faut que je m'achète un vélo, donc je regarde de très près ce sujet-là, de vélo électrique, de vélo connecté. Donc 2000 €, c'est pas un prix qui est... Alors c'est un investissement, c'est plus cher qu'un vélo à 100 balles chez Decathlon, c'est certain. Mais c'est pas la même qualité. Hein. C'est pas la même qualité, mais VanMoof font des très très belles choses. Ouais. Suite des infos de la semaine, François, un bouton d'accès rapide à Apple TV sur les télécommandes Roku, qu'on trouve quand même assez peu fréquemment en Europe et en France, enfin en tout cas en France. Ouais, on a moyen de les trouver un peu quand même, donc c'est une marque qui fait des petits boîtiers, généralement il y avait des touches de raccourci pour Netflix, pour Amazon Prime, etc. C'est la première fois qu'on voit un bouton d'accès rapide comme ça Apple TV, c'est clairement écrit Apple TV dessus, donc je pense qu'il y a dû y avoir un partenariat avec Apple a dû autoriser le fait de mettre le logo, donc je trouve que ça montre aussi, on l'a évoqué déjà, Apple met quand même énormément le paquet sur Apple TV et veut que ce produit-là marche et n'hésite pas maintenant à le mettre à dispo des autres et à dire bah voilà, faites-en la pub. Et c'est aussi un virage de la part d'Apple de ne plus garder ça exclusivement, mais d'ouvrir ça aux développeurs et aux autres fabricants. Ouais. Tu parles bien sûr d'Apple TV+, pas d'Apple TV. Apple TV+, oui, bien Apple sûr, TV+. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai eu du mal à le dire, je crois. C'est que la chaîne. Il manquait le plus en fait dans le lancement. Ellie, puisque tu te fais remarquer, les ventes de Mac explosent. Oui, alors il y a eu, je pense que c'est le confinement, hein, donc il y a eu dans plusieurs publications des chiffres officiels, hein, donc maintenant on peut en parler, et en fait en Q1, mais là on parle de Q1 fiscal, hein, c'est-à-dire le premier trimestre calendaire, et non pas fiscal Apple, Apple est en première place avec une augmentation des ventes de 115%, ce qui est quand même spectaculaire. 115%. C'est énorme. Si on regarde, c'est en croissance. Hein, donc en numéro 1, Apple est 4e. Hein. En numéro 1, il y a Lenovo.
mais avec une croissance de 59%, ce qui est quand même très 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 acceptable. Ensuite, il y a HP qui arrive avec 64%, donc bon. Dell 23%. Tout ça, c'est comparé évidemment au même trimestre de 2020. Hein. Mais rappelez-vous que 2020, premier trimestre, on était en début de pandémie. Donc, bon, on n'était pas adapté. Dell 23%, Apple 115%. C'est incroyable. Donc, incroyable. Et l'ensemble de l'industrie a cru de 55% Q1 2021 par rapport à Q1 2020. Donc, voilà. Mais 115... Alors, le 111,5% d'Apple, c'est évidemment le M1. Hein. C'est tous les MacBook Air qui se sont vendus en quantité incroyable et les MacBook Pro M1. Voilà. Bon, vous le savez, la WDC 2021 sera uniquement virtuelle et donc pas de goodies et notamment pas de pins. Mais si! Mais oui! Clément. Mais oui! On en a fait! Mais oui, alors! Mais c'est incroyable! Bon alors, mais qu'est-ce que c'est que cette idée ? Apple a jamais été, n'est pas une marque qui est reconnue pour faire des cadeaux. Ça se saurait. Mais il y a eu certaines WWDC où ils ont donné des Newton, où ils ont donné des appareils photo. C'était il y a longtemps. Hein. Et puis, un jour, Apple a décidé de changer son lieu de conférence. Ils sont passés du Moscone West, donc qui est un bâtiment dans l'hypercentre de San Francisco, qui est extrêmement pratique parce que c'est une encablure de l'aéroport, parce qu'il y a tous les hôtels à côté, surtout parce qu'il y a toutes les boîtes, donc du coup les ingénieurs de Slack, de Pinterest, peuvent commuer, les employés des boîtes de San Francisco peuvent aller au Moscone West sans trop de problème. Par contre, c'est plus difficile pour Apple, parce que Apple, vous savez, il est à Cupertino. C'est à Cupertino ou dans la région, en fait, dans la Silicon Valley même. Et le problème, c'est que pour ceux qui ont déjà été dans la Silicon Valley, ils savent que le matin à 8h, pour partir de San Francisco et aller à Cupertino, et le soir à 5h pour partir de Cupertino et rentrer à San Francisco, puisque personne n'habite dans la Silicon Valley, hein, tout le monde habite sur San Francisco, Oakland et ces zones-là, et ben c'est impossible. Il y a 25 km, mais il y a 3 heures de bouchon. Parce que tout le monde commute en même temps, et c'est insupportable. Donc, en 2017, on n'a jamais trop su la raison. On ne sait pas si c'est parce que le Moscone West est en travaux, donc il fallait un centre de conférence qui accueillait 5000 personnes. Si c'est parce que c'est à côté du QG d'Apple. Apple a bougé sa conférence de San Francisco à San José. Or, c'est juste à 20 bornes l'un de l'autre. Hein. Pardon, Ellie. Oui, non, c'était juste une petite remarque parce que moi, de mon temps, j'ai fait les deux, hein, mais j'ai commencé les conférences développeurs à San José. Donc en fait, c'est un retour aux sources. C'est vrai. Mais quand on y allait, on était très peu. Il n'y avait pas de tirage au sort. Les prix étaient raisonnables. On payait $500 l'inscription et plus l'hôtel et tout le reste. Et ce retour aux sources a été vraiment incroyable. Sauf que moi, j'ai pas pu y aller parce que c'était l'époque du tirage au sort et j'ai jamais été tiré au sort. Et puis, je suis pas sûr que j'aurais mis 1500 ou $2000. Alors c'est 1699 €. Effectivement, il y a le tirage au sort. Moi, mes premières WWDC, il n'y a pas de tirage au sort. Hein. Oui, c'est ça. 2012, les tickets ont été vendus en 6 heures. Et 2013, qui est la dernière année sans tirage au sort, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis, les billets ont été vendus en 48 secondes. Les 5000 places. Il y a 5000 places. Hein. C'est pire qu'un concert de rock. Ah ouais, c'était dingue. Et pourtant, juste quelqu'un que tu dois connaître très bien. Un de mes meilleurs copains chez Apple, c'est Michel Sutter, et c'est le patron des relations développeurs, tu vois. Et même comme ça, je n'ai pas eu de billet. Donc, des fois, il aide, des fois, il peut pas aider. Après, ça dépend des fois. Alors, faut savoir que sous l'ère Trump, donc pendant 5 ans, entre 2014 et 2016 et 2020, je sais plus quand est-ce qu'il a été élu. Bref, 2016. Ouais, 2016. En fait, il était plus difficile pour des Chinois, pour des Indiens, d'avoir des visas. Donc, il était assez facile d'avoir des places. Pour nous, Européens, hein, j'entends. Toujours au prorata du tirage au sort. Mais j'ai pas eu trop de difficultés d'y aller entre 2016 et 2019, du coup. Par contre, on va voir ce que ça donne les années suivantes. Voilà, revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet.
peu importe les 5 jours de conférences, les ateliers, tout ce qu'on peut apprendre là-bas, ce qui nous intéresse, c'est les goodies. Voilà. Donc du coup, Apple a toujours été assez peu... Quand on est développeur, on a la chance d'aller à la WWDC. C'est à quoi j'ai assisté en y allant une seule fois. On a un blouson. Alors, on a eu un blouson tout le temps de 2012 jusqu'en 2017. Et en 2017, ils ont commencé à nous filer des pins. Voilà, c'est ça. Et avant 2012, ils donnaient des sacs. Avant, ils donnaient des sacs à dos. Alors, ils en donnent encore des sacs à dos. Ils en donnent encore. Ma première dub, j'y étais en student. Et ils filaient des très beaux sacs à dos qui sont introuvables ailleurs. Et donc, du coup, ils filent des pins. Alors, ils sont tous mélangés. Là, je les ai pas par année. Donc, tu as un truc très très vintage. Tu as un tableau. J'ai un tableau avec plein de pins. Ça, c'est très vintage, tu sais. Ça, tu feras des brocantes en bas de chez moi. Voilà, et donc du coup, vous voyez en vidéo les pins de la Dub qui nous ont été distribués. Quels sont ceux qui sont les plus précieux pour toi ? Alors, j'en ai un qui est le doré qui est là, le Macintosh classique. J'ai trouvé sur eBay. Il n'a pas été donné en Dub, hein. Il a été donné avec les Macintosh à l'époque, dans les années 80. Donc, j'étais pas né. Ouais. Et il y a la petite pomme dorée aussi qui est juste ici. Hop, là. La petite, hein. La grosse, c'était un cadeau de la Dub d'ici. La petite, pareil, était donnée avec les Newton, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ces deux-là, je les ai trouvés sur eBay. Waouh. Voilà. Bon, bref, donc tu as apprécié ce geste et ces petits goodies que tu as reçus à partir de 2017. Alors ils sont donc Apple les donnait des packs, mais aussi il y avait un espèce de challenge parce que on en avait certains quand on allait faire le jeu en réalité virtuelle, on en avait d'autres quand on finissait nos circles sur l'Apple Watch, on en avait d'autres quand on allait, par exemple il y en a un qui est l'accessibility qu'on allait quand on allait au lab accessibility, donc il y avait tout ça, c'est une chasse au trésor dans l'événement, c'est un événement dans l'événement, c'était génial. À partir de ce moment-là, il y a d'autres boîtes l'année suivante, donc en 2018, il y a des boîtes qui ont commencé à faire leurs propres pins. Et du coup, on se les tradait, on se les échangeait, un peu comme les cartes Pokémon en fait, dans les cours de récré quand on était gamin. Et donc du coup, boum 2019, génial, on a des pins. Et boum 2020, pandémie, plus de pins. Alors il y a un développeur qui s'appelle Joseph qui a fait un Kickstarter l'année passée, qui en a proposé. J'ai trouvé ça très sympa, je l'ai backé, les pins c'était assez cool. Et cette année, rien. Il y avait rien qui se dégageait, la communauté, il y avait personne qui se bougeait, qui se motivait. Donc du coup, avec un autre développeur qui s'appelle Thibaut, on s'est dit pourquoi pas le faire en fait. Pourquoi pas se lancer, faire des pins et les filer aux copains développeurs. Et puis on s'est dit en fait, il y a peut-être pas que nous que ça intéresse. Et donc du coup, la communauté iOS, elle est très très vibrante. La communauté Apple, de façon générale, elle est très vibrante. Il y a des gens qui font qui sont chez Apple depuis les années 80, il y en a d'autres qui nous rejoignent on board. C'est très sympa. Et donc du coup, on se dit, comme Joseph, on va le lancer sur Kickstarter. Et donc la campagne a été lancée avant-hier. Voilà. Donc Thibaut, c'est Thibaut Le Cornec. C'est ça. TibiMac sur Twitter. TibiMac, qui est développeur iOS. Chez Lydia. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que vous allez faire fabriquer 6 pins collector, c'est ça ? On va faire fabriquer, j'ai pris 3 designers freelance sur une plateforme qui sont actuellement en train de travailler sur des designs qui sont absolument exclusifs, que nous on a pensé en rapport avec la culture Apple, en rapport avec la Dub, en rapport avec les outils développeurs, en rapport même avec Apple, puisque je vais vous donne une toute petite exclue pour jeudi, puisque on les révèle au fur et à mesure. Il y aura même des personnalités d'Apple dans les pins. Voilà, la petite exclue. Si. Avec l'accord d'Apple ? Ah non, il y a pas les au final, on n'utilise jamais Apple en tant que tel, donc il y a pas de problème. D'accord. Bon, donc il y aura 6 pins dans le lot. Donc il y aura entre 6, il y en aura entre 6 et 8 en fonction du succès de la campagne, parce qu'en fait plus il y a de personnes qui commandent, moins les pins sont chers, donc plus on peut en mettre dans le paquet final. Ah, il y en aura peut-être plus que il y en aura peut-être plus que 6. Excellent. Les designs, tu peux pas nous les montrer alors ? Ah non, il faut pour ça faut rejoindre le Kickstarter. Mais moi j'ai rejoint le Kickstarter, mais je les ai pas. Ah oui, mais tes spectateurs probablement pas, donc du coup on va garder la surprise. Je vais vous en montrer 2.
Et les 2 que j'ai lancés, alors c'est des formats, ce sont des épreuves papier hein, pour regarder la taille. Donc on a celui-ci. Oh yes. Qui est un badge de DC 2021. Et on a également celui-ci. Alors celui-ci il est un peu gros. Le final sera un peu petit. On a un pins calendar avec June the 7th. Ah oui. Et oui, qui est la date de l'ouverture. Qui est la date de la keynote de la Dub 2021. Et on en a quelques autres qui sont très très sympas. Bon, c'est très sympa. Alors, très, très simplement, comment est-ce qu'on fait pour trouver le Kickstarter et combien ça coûte ? Alors, jusque demain soir, du coup, vous avez un pack Early Bird qui coûte 20€ plus frais de port. Les frais de port sont à 6€ pour la France et 15€ pour l'étranger. Et à partir de vendredi soir, du coup, ce sera 30€ pour les 6 ou 8 en fonction du succès. Et on envoie tout ça à l'usine le 5 mai. Donc on les recevra à nos bureaux aux alentours du 25. Donc on espère grandement qu'ils soient dans vos boîtes aux lettres pour la Dub. Waouh. Tu sais combien vous allez en fabriquer ? Au total, on devrait avoisiner les 4000 ou 5000 pins. D'accord. Au total, donc il y en aura quoi, 500 de chaque c'est ça. Il y en aura entre 5 et 600 de chaque modèle. Ouais. Est-ce que tu reçois déjà des soutiens de développeurs aux US notamment ? Comme la campagne est toute neuve, on a pingé les 9 to 5 Mac, les Apple Insider, tous ces gens-là, donc du coup ils vont nous faire des articles. Pour l'instant on n'a pas tellement de soutien de développeurs US parce que la campagne est toute neuve, hein, il faut que les gens se réveillent et se connectent sur leur Twitter, mais je suis certain que ça va marcher parce que c'est quelque chose qui est juste incroyable et franchement je suis très content de ce qu'on fait. Ah mais je suis sûr. Jules, la question d'Eli n'était pas complètement innocente. Tu ne crains pas que l'aspect droit d'auteur, qu'Apple trouve quelque chose à redire à l'initiative, mais même si elle est éminemment sympathique ? On s'est posé la question. Après, je suis entré en contact avec le développeur qui a fait les pins l'an passé. Ils ont rien dit. Il y a une boîte qui fait des pins qui s'appelle Pintrill qui utilise même le logo Apple dans ses pins. Où Apple ne dit rien. Ça c'est étonnant. Étonnant, ouais. Ils sont peut-être passés au travers des mailles du filet. Hein. Ils ont dû passer à travers. Sur le coup, Swift est open source. Le logo est open source, donc on peut l'utiliser. Après, nous, on fait sur ce projet-là. Je suis développeur. Hein, mon boulot de tous les jours, c'est de faire des applications pour des clients. Donc je fais 0 argent dessus. On les vend à prix coûtant. Donc j'espère pas qu'Apple va nous tomber dessus. Je sais pas si ça va être le cas, mais je pense pas et j'espère pas. Ouais. Bon, c'est pas grave, tu les auras distribués et de toute façon on refusera de rendre les nôtres. Voilà. Ouais, c'est ça. Même suspendus par les pieds, on refusera de les rendre. Juste, moi j'ai une petite prédiction à faire sur le visage de chez Apple qu'on retrouvera sur un des pins. Il y en a un, moi je pense à Craig Federighi. Peut-être. Il ne dira pas. Bien tenté, Benjamin. Poker face. Peut-être. Tu l'as fait très bien. Bon, écoute, en tout cas, c'est une super initiative. C'était un peu le prétexte aussi pour te proposer de participer. Alors, pour la petite information, nous-mêmes, on ne sait pas quelle tête il y aura. Parce que les designers, en fait, on leur a dit de faire 5 têtes. Ah. Donc, et vous verrez laquelle est la mieux, quoi. On verra laquelle est la mieux. On a 2-3 petites idées qui tournent sur les choix finaux, mais en fait on est une équipe de 3 personnes sur ce projet-là. On va faire une première sélection, après on va l'ouvrir à notre premier cercle. Et en fait ce qui va se passer, c'est que les designers nous font 12 pins au final. Et quand vous backez un projet sur Kickstarter, quand vous financez un projet sur Kickstarter, vous avez des newsletters. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aux alentours du 15-20 avril, on va plutôt 20-25 avril plutôt, parce qu'on est déjà le 15. Ouais. On va envoyer un typeform où les gens pourront dire je préfère celui-là. Ça nous permettra de nous organiser et que ce soit aussi, encore une fois, c'est vraiment dans l'idée de faire un projet communautaire, quoi. Vraiment pour la communauté des Apple lovers. Donc du coup on va faire ça bien, ça va être chouette. Bon, écoute, en tout cas je trouve ça hyper sympa et voilà. Déjà ça nous a permis
de t'inviter dans iWeek. C'était un très très bon prétexte et je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de succès avec ces pins qui Alors vous retrouvez le lien sur mon compte Twitter, consoler. Évidemment. Benjamin, tu le mettras en description dans la vidéo, Bien je suppose, sûr. dans la description du podcast sur iTunes. Franchement, ça va être cool. Évidemment. J'ai hâte de vous retrouver là. Bon. Et bravo à toi et à Thibaut et à dans quelques jours donc pour découvrir ces designs et on vous les montrera quand on les recevra évidemment. Alors du coup là il y en a déjà 2 qui sont révélés et le 3e sera révélé demain à 18h. On va être comme des fous devant Quelle nos écrans. pression. Allez, on se retrouve dans un instant après les infos, les rumeurs de la semaine et il y en a beaucoup cette semaine. À tout de suite. Les rumeurs de la semaine, François, Ellie, on commence par Ming Chico là qui a mangé des vitamines là, je sais pas ce qu'il a pris cette semaine, mais il voit très loin, il voit jusqu'en 2022. 23 même. 23. 23, ouais. ouais. Ok, qu'est-ce qui lui arrive là, à Ming, notre ami Ming? Bon, vas-y François. Bon, on commence par 2021 déjà, l'année en cours, l'iPhone 13 potentiel. Il y aura peut-être une petite réduction de l'encoche, peut-être, Ouais. sans doute. On est heureux de le savoir. C'est vrai que c'est la révolution qu'on attendait tous. C'est ça. En fait, ça s'accompagne d'une petite modification. Ils ont pu faire une encoche plus petite. Il y a des mock-ups de la face avant. Parce que simplement, le haut-parleur a été maintenant déporté sur la partie haute de l'iPhone. Et c'est pour ça que ça leur permet d'avoir plus de place. Ok, bon. Rien de vraiment très nouveau de ce côté-là. Si on passe à 2022... Ouais, François? C'est plus en 2022 qu'il risque d'y avoir des petites évolutions. Ouais. Déjà, on évoque beaucoup l'abandon j'allais faire un lapsus, de l'iPad mini. Non, l'iPhone 12 mini, enfin du coup l'iPhone 13 mini, serait le dernier iPhone mini. Alors ça, on a lu différentes choses aussi sur le fait qu'il y aurait une mise à jour de l'iPhone SE et potentiellement en fait l'iPhone SE prendrait la place de l'iPhone mini dans la gamme. Donc ça veut dire qu'on aurait un iPhone mini qui serait pas avec les composants de l'année mais des composants un peu plus anciens, ce qui paraît très logique. Apple serait très déçu des ventes d'iPhone mini. Je sais pas si Lee, tu peux nous le confirmer. Est-ce que tu as vu la courbe augmenter ou pas spécialement? Malheureusement non, ça reste un produit super sympa mais les ventes décollent pas. Donc on peut miser sur un abandon de l'iPhone mini. On évoque un capteur de 48 mégapixels pour l'appareil photo. Ce qui paraît assez énorme. Apple était pas du tout dans la course aux mégapixels. Ouais. C'est bien joli d'avoir plein de mégapixels, mais encore faut-il que le processeur et tout suive derrière et qu'il y ait une qualité de capteur qui soit bonne. Mais visiblement, on aurait quand même un capteur de 48 mégapixels, ce qui est quand même assez énorme, je pense. À voir comment ce sera géré, mais bien j'imagine par Apple. Et on évoque aussi un Face ID sous l'écran, donc on n'aurait plus l'encoche en 2022. Le Face ID serait plutôt pour 2023, d'après Michou, quoi. C'était mon seul bémol. J'ai aussi entendu parler de 8K. C'est pas pour le mois de septembre? Non. Nos amis de Samsung, ils sont déjà. Ouais, mais en même temps, déjà la 4K, c'est pas non plus, c'est pas devenu le standard. Non, en fait, Apple va peut-être attendre un peu avant de passer à la 8K. Non, mais Benjamin a raison. En fait, dans l'article de 9 to 5, il parle d'un enregistrement de vidéo en 8K. Pas l'écran, mais la vidéo serait enregistrable en 8K et du coup lisible sur un téléviseur 8K. Mais ça, bon, ça va concerner quelques personnes qui ont un téléviseur 8K, parce que... Ouais. Il n'y en a pas encore énormément. Surtout, il n'y a pas de contenu 4K, alors 8K encore moins. Ouais. Revenons à cette idée saugrenue que tu as évoquée tout à l'heure, Ellie. Alors je sais pas comment le qualifier. Est-ce un HomePod qui aurait avalé un Apple TV avec un écran, ou est-ce un Apple TV qui aurait avalé des haut-parleurs? En fait, il y a 2 projets apparemment chez Apple et les 2 sont incroyables. Le premier, ça serait incroyable au sens de invraisemblable. Moi, j'adorerais les 2, vraiment. Et j'ai vu ça sur plusieurs sites. Je vais vous faire une sorte de condensé très rapide des 2. Le premier projet serait une barre de son Apple intégrant un Apple TV. Donc ça ressemblerait à une barre Sonos peut-être un peu plus petite, voire à la Devialet qu'il y a sur la Freebox Delta. Donc une barre de son.
qui combinerait donc l'équivalent de 2 HomePod, avec un Apple TV au milieu, et éventuellement une caméra qui, elle, ne ferait pas partie, parce que on peut pas le mettre au même endroit, qui pourrait se poser au-dessus de la télé, qui permettrait de faire concurrence un tout petit peu à Facebook et Google, et avoir un système qui non seulement permettrait d'écouter de la musique encore mieux, de regarder la télé avec du son, mais aussi de faire un peu de visioconférence sur sa télé. En temps de pandémie, c'est utile. Ça, c'est le premier projet. C'est pas le plus compliqué parce que c'est du design. On intègre 2 haut-parleurs, l'Apple TV au milieu, et puis la caméra, je sais pas, Bluetooth, Wi-Fi, peu importe, qui se magnétise quelque part. Mais déjà, ça, c'est génial. Déjà, ça, j'achète. Le deuxième, ça, c'est vraiment la folie furieuse, serait reprendre le design de l'iMac tournesol. Je ne sais pas si vous vous rappelez, celui qui suivait dans les vitrines de la pub à l'époque avec le truc en aluminium et qui, en fait, serait un système de visioconférence où la base serait un HomePod, la base arrondie serait un HomePod. Il y aurait ensuite un bras en aluminium avec un écran, avec une caméra qui suivrait l'utilisateur avec un capteur. C'est-à-dire que dans un cadre d'une visioconférence ou en discutant avec ses petits-enfants ou etc., on pourrait se déplacer dans la pièce et cet appareil vous suivrait directement pour ne pas vous perdre de vue. Et ça, pareil, j'achète tout de suite. Hein. Voilà. La question sur un appareil comme ça, c'est est-ce que du coup c'est compatible qu'à autre produit Apple? Est-ce que c'est compatible avec du Zoom, avec du Skype, avec du Hangout et compagnie? Tout ce qui tourne sur un Apple TV, ça serait du tvOS. D'accord, ouais. En sachant qu'Apple TV aujourd'hui n'a pas de produit puisqu'il n'y a pas de caméra. Mais à partir du moment où on met une caméra, ça serait compatible évidemment avec tout ce qui tourne sur tvOS. D'accord, donc pourquoi pas un Zoom, pourquoi pas un Hangout sur tvOS. D'accord. Make sense. Et sur l'article de François, il y a quelques designs, il y a des designers qui se sont amusés à faire des trucs, et il y en a 4 ou 5 et j'ai halluciné tellement c'est beau. Je vous conseille d'aller voir, on vous mettra le lien. Bon, on vous les met là en image sur le podcast vidéo disponible sur youtube.com/iWeek. Est-ce que tu penses que ces concepts peuvent, entre guillemets, être les successeurs de feu HomePod? Ça serait, il y en a qui ont appelé ça le HomePod Max, pour rire, puisque comme on a des AirPods Max. Ouais. Donc, écoute, oui, je pense qu'il va y avoir d'autres déclinaisons, en plus du HomePod Mini, qui est un produit fabuleux, on l'a dit 1000 fois. Il y a de la place pour un produit un peu plus haut de gamme et une fusion avec l'Apple TV, c'est-à-dire un HomePod qui viendrait s'intégrer dans l'univers télé d'Apple. Donc, moi, j'y crois. Est-ce que ce produit-là remplacerait ta grosse barre de son Samsung quand tu regardes la télé? Je pense. Dans mon salon, peut-être pas, hein, parce que j'ai vraiment une grosse barre de son Samsung. Donc, moi aussi, j'ai la Q80, hein, la grosse. Voilà, la mienne, la même. Qui vient en dessous de la télé, qui te fait du Dolby Atmos et compagnie, donc du coup. Sauf si Apple font très fort en spatialisation, comme ils semblent avoir fait dans les AirPods Pro. Hein. Moi, s'ils me font de la spatialisation Atmos, ça me va. Hein. Ouais, mais encore une fois, tu vois, ils te font de la spatialisation sur les AirPods, mais tu as deux AirPods, donc du coup, tu peux te faire de la spatialisation sur un produit comme ça qui est fixe, qui ne bouge pas. Je suis d'accord. J'ai regardé, je me suis refait là, j'ai eu une grosse crise de nostalgie, je me suis refait Game of Thrones sur l'iPhone 12 et sur l'iPad Pro de 2020. Cette spatialisation, c'est un truc de taré. C'est vraiment un truc de taré. Pendant les guerres, t'as vraiment le son qui bouge. Je trouve ça mind-blowing. Absolument. Bon, Ellie, tu as glissé une dernière info dans les rumeurs. Est-ce que je la prends quand même? Oh oui. Parce que en fait, on a parlé la semaine dernière très rapidement de tout ce qui était vie privée, Tim Cook, etc. Et on a parlé aussi de Fortnite, des applis retirées de l'App Store et tout ça. Et en fait, Apple n'a pas peur de s'attaquer aux très grands quand ils violent les lois de l'App Store. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la NHS, donc je vous rappelle, c'est le service de santé en Angleterre, National Health System, donc pas n'importe qui, utilise l'API Apple de Track Covid, la publique Apple Google que vous connaissez, mais ils ont rajouté des trucs pour essayer de récupérer des informations personnelles sur les gens qui n'étaient pas prévus dans l'accord. Et Apple a retiré l'appli. Donc directement, ils ont coupé l'appli. Voilà. Donc en attendant,
qu'ils se remettent aux conditions d'utilisateurs Apple et qu'ils arrêtent de traquer les gens. D'accord. Donc voilà. Moi, je dis bravo, hein, parce que s'attaquer à la NHS, Oui. respect. C'est Apple, quoi. Bon, allez, on referme cette page info et rumeurs et on se retrouve dans un instant dans une maison intelligente. C'est la maison de François qui nous accueille à nouveau dans son appartement bourré de domotique à la sauce HomeKit. À tout de suite. Ma maison connectée, c'est le rendez-vous hebdo dans A-Week, la semaine Apple, le podcast avec la domotique et HomeKit. François, tu as décidément multiplié les tests ces derniers jours. Oui, alors ça me fait marrer parce que tout à l'heure tu disais mon appartement bourré de domotique, mais des fois c'est ma domotique qui est bourrée. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai demandé 3 fois à Siri d'allumer des lumières, il l'a pas fait. Puis dans la nuit, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a allumé la lumière, mais genre avec 3 ou 4 heures de retard. Si. Donc je pense que mes petits HomePod mini doivent avoir voilà, ils aiment bien faire des petites blagues de temps en temps. Voilà, c'était pour l'anecdote. Je vous avais dit, j'avais passé une commande chez nos amis d'AliExpress. J'ai retenté une aventure. J'avais eu l'occasion d'acheter, quand je me suis équipé en système domotique Aqara de Xiaomi, j'avais eu l'occasion de tester un bouton, un petit interrupteur en fait, qui avait jamais voulu marcher. J'ai jamais trop su pourquoi. Je pense que le modèle qui m'avait été envoyé n'était pas compatible HomeKit. Et je me suis dit, allez, je vais retenter ma chance avec un nouveau produit. Donc j'ai recommandé le même interrupteur, mais j'ai bien vérifié 15, 20 fois, 30 fois que c'était bien compatible HomeKit. Et il était bien compatible HomeKit. Donc l'intérêt de ces petits interrupteurs, j'en ai un autre. Alors ça, c'est un de ceux qui ne marche pas. Je vais vous le montrer juste ici. Vous voyez, c'est un tout petit interrupteur carré avec les bords arrondis. Blanc. Donc ça marche avec une petite pile dedans, c'est les piles classiques, les piles boutons. L'intérêt, c'est qu'il y a un autocollant à l'arrière, ce qui fait qu'on peut le coller n'importe où. Donc moi là par exemple, vous voyez l'interrupteur, je l'ai collé sur le rebord du lit, comme ça du coup on a un interrupteur au bord du lit pour pouvoir piloter les lumières. Très bien. Alors ça se connecte comment à HomeKit, François ? Alors comme d'habitude, j'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer, il faut un pont Xiaomi, il faut une passerelle. Je vous avais évoqué la passerelle Xiaomi, donc j'ai acheté le deuxième modèle, donc qui est la Mija, donc qui est sympa parce elle est plus petite que la toute première qui était vraiment grosse avec une prise française à rajouter dessus, c'était assez compliqué. Moi je l'aime bien, elle est toute petite, elle se planque dans un placard, ça tourne très bien. Donc le seul inconvénient comme d'habitude pour ces produits HomeKit, c'est quand vous voulez rajouter un produit, il faut lancer l'application Aqara, vous êtes obligé de passer par là. Dans l'application Aqara, vous sélectionnez le petit plus et vous devez aller récupérer dans la liste des dizaines de produits Xiaomi et réussir à trouver le bon interrupteur. Oula, c'est chaud. C'est un peu le côté chiant. Ouais. C'est un peu le côté chiant, surtout que je vous rappelle, dans la domotique par Xiaomi, il y a des histoires de localisation de serveurs. Et en fonction d'où vous vous localisez, vous avez accès à différents produits. Donc là, moi, je dois me localiser sur un serveur en Chine pour pouvoir ajouter ce produit-là. Il y a des produits qui sont compatibles avec la norme européenne, mais pas tous. C'est toujours l'inconvénient que je vois, moi, avec la domotique Xiaomi, c'est que c'est très compliqué de s'y retrouver. Ouais. Maintenant, j'ai réussi à m'y retrouver, j'ai réussi à retrouver le bouton. J'ai pu le rajouter dans l'application Xiaomi, et du coup, derrière, dans l'application maison Apple, je retrouve ce nouveau produit que j'ai juste à localiser, donc j'indique dans quelle pièce il se situe, et après je vais pouvoir paramétrer donc trois fonctionnalités. Donc soit vous faites un clic, ça active une option, vous faites 2 clics, ça en active une autre, et vous faites un long clic, et ça active une 3e fonctionnalité. Donc en fait vous avez 3 possibilités, et je trouve ça plutôt pratique. Un petit bilan, François, pour ce bouton donc, de chez Aqara. Je trouve que le rapport qualité-prix, alors on va encore me dire sur Twitter que c'est pas bien de vanter des produits chinois, mais j'assume. C'est pratique parce que c'est un produit qui vaut 8€. Écoute, si c'est pas cher et que ça marche, pourquoi Ah ouais, mais bon, c'est évidemment, il y a d'autres produits qui existent. Moi, je le trouve plutôt pratique. Le fait de pouvoir le coller un peu partout, c'est sympa. Après, c'est un côté assez aberrant de mettre des boutons physiques, alors que le but, c'est de tout piloter à la voix. Ouais. Mais de temps en temps, ça peut servir. Moi, l'exemple qui est tout bête, c'est que quand on est dans la chambre, peut-être que votre compagne ou votre compagnon, il lit plus tard que vous, et il va pas vous réveiller en demandant à Siri d'éteindre les lumières si vous n'avez pas votre portable à portée de main. Au moins, vous avez juste un petit bouton qui est présent, juste planqué sous le lit, donc je trouve ça pratique, ça vaut 8€. Pour les personnes qui ont déjà de la domotique Aqara, honnêtement, ça vaut le coup. 8€ le petit bouton, 3 fonctionnalités, c'est top. Ellie ?
Moi, j'avais juste un petit commentaire global par rapport à ce qu'a dit François tout à l'heure en disant que sa maison est connectée. Moi, je dis encore plus connectée qu'il ne le croit et par rapport au HomePod, parce que tous ces produits-là renvoient toutes les informations en Chine et c'est pas sûr qu'un hacker chinois ne joue pas avec tes HomePod. T'es plus connecté que ce que tu crois, à mon avis. Oui, c'est ça. C'est ça. Si tu donnais une note à ce petit bouton interrupteur, François? Bon, il fait le job, 4,5. Hein. Il pourrait peut-être être un peu plus petit, c'est peut-être juste le seul reproche que je lui ferais. C'est pas le bouton le plus esthétique du monde. Maintenant, je trouve ça vraiment pratique et ça vient bien en complément. Alors évidemment, je le pilote la plupart du temps à la voix ou à l'iPhone, mais ça peut être un petit complément pratique et pas cher. Bon, j'avoue que la phase de recherche du produit dans la liste, moi, me dissuaderait un peu, mais... C'est le côté chiant. Ouais, bon... Donc tu maintiens ton 4,5 sur 5 ? Ouais, parce que je suis très généreux. C'est bien, profitez-en. J'ai l'habitude de mettre des mauvaises notes à mes étudiants, donc du coup, moi, je mets des bonnes notes au produit. D'accord. C'est mieux. Ok François, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour le tuto audio. Le tuto audio, notre exclu mondial dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Avez-vous déjà entendu parler, les amis, des contacts ICE ou ICE? Yes. Clément? Ça me fait froid dans le dos. Moi, j'en ai 3. Ah, très bien. Élie? Oui, bien sûr. Tu en as? François? 3 ou 4, oui. Oui, moi j'avais le malheur d'avoir mis toute ma famille et un jour mon Apple Watch a merdé et a envoyé une notification à tout le monde à 3h du mat comme quoi j'allais pas bien. Très joli. Donc depuis ce jour-là, je n'ai qu'une personne. Bon, alors... ICE, acronyme de In Case of Emergency en anglais, en cas d'urgence en français, c'est les personnes des proches à joindre en cas d'urgence, d'accident, d'hospitalisation, voire pire. Les pompiers vont systématiquement les rechercher dans votre iPhone quand ils arriveront. Alors le plus souvent, il s'agit d'un contact ou de plusieurs contacts qui existent déjà dans votre répertoire d'iPhone, forcément c'est des proches, mais encore faut-il les déclarer et spécifier que vos contacts ICE, ce sont eux. Alors c'est super facile, je vous invite à le faire là, tout de suite, en même temps que moi. Vous allez voir, ça prend 30 secondes et ça peut être capital un jour pour vous. Je vois que Ellie, tu as ton iPhone en main, c'est très très bien. François aussi, Clément, je ne sais pas si tu es attentif et si tu suis, si c'est très très bien. Alors on va y aller. Donc vous avez votre iPhone en main. Alors d'abord vous ouvrez l'appli Contact, votre répertoire pour être clair. Vous choisissez le contact que vous voulez désigner en cas d'urgence. Donc vous cliquez sur le nom de votre choix. Vous faites défiler l'écran, vous scrollez jusqu'en bas, jusqu'au bout des infos sur ce contact, et vous voyez une ligne qui dit « Ajouter au contact d'urgence ». Voilà, donc vous cliquez sur « Ajouter au contact d'urgence ». Un écran apparaît et vous demande de préciser votre lien avec cette personne. Alors, il y a pas mal de propositions, mère, père, frère, sœur, etc. Si les propositions ne suffisent pas, vous pouvez en créer de nouvelles, tout en bas. Bah oui. Moi, j'ai créé, par exemple, j'ai eu besoin de créer, donc j'ai créé une nouvelle proposition. Quoi? Je ne sais plus, François. C'est privé. Hamster. C'est privé. Et plus si affinité, ou et c'est plus si compliqué. affinité. Ou... Voilà, c'est ça. Bon, une fois que vous avez validé ce lien entre vous et la personne choisie, votre fiche médicale apparaît. Alors c'est peut-être l'occasion de la mettre à jour, ne serait-ce que en indiquant vos problèmes médicaux, vos allergies, votre groupe sanguin. Ça peut servir, être très utile. Ça peut faire gagner un temps précieux. Voilà. Et si vous scrollez quasiment jusqu'en bas de cette fiche médicale, vous avez une section contact d'urgence dans laquelle vous devriez voir apparaître le nom de la personne que vous venez de choisir. Oui. Absolument. Dernier point hyper important, vérifiez bien que juste en dessous, tout en bas, affiché en mode verrouillé est bien actif. Absolument. À partir de là, cette fiche sera consultable même si votre iPhone est verrouillé. Même si vous n'êtes pas capable de le déverrouiller, cette fiche sera donc consultable
en cliquant sur urgence puis sur fiche médicale. Ainsi, les secours pourront prévenir vos proches. Bon, c'est pas très gai, je sais, mais au moins on est dans la vraie vie, dans le concret. Et un jour, vous vous souviendrez d'aujourd'hui et vous vous direz que vous avez bien fait. Voilà encore la preuve que ce tuto audio dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, est indispensable. On a bien mérité de se détendre et de passer à table. Mon cher Eli, toujours aussi accueillant pour ton dîner entrée plat dessert aujourd'hui ? Non, cette fois-ci c'est un dîner en un plat mais en 3 étapes. Parce que c'est bien. Un même sujet. Donc je regarde autour de moi, ça y est, tous les ministres sont partis, donc on peut démarrer. Vas-y. Alors, donc je vais d'abord, la première partie, je l'ai appelée un conte de fées. Et un conte de fées, c'est que je vais vous parler d'une jeune femme qui s'appelle Antonia Hellman. Et Antonia Hellman, en fait, qui a un frère, à l'âge de 12 ans, elle était avec son frère dans le restaurant de ses parents. Donc je suppose que ça devait être un restaurant mexicain, je crois. Parce que c'était un restaurant au Mexique. Donc oui, je suppose qu'il était mexicain. Et donc, elle avait 13 ans au moment de cette histoire et son frère 11 ans. Et donc, évidemment, ils s'ennuyaient au restaurant, je suppose. Et ils ont inventé un jeu en utilisant des salières et des poivriers sur des tables rondes, et le but était, en tapant avec la main, d'essayer de les rapprocher de cercles qui étaient de plus en plus près du centre de la table. Bon, des jeux d'enfants, et ils en ont même fait un jeu qu'ils ont breveté, mais qui n'a jamais été publié. Hein. Mais bon, voilà. Donc là, je vous parle d'il y a longtemps. Quelques années plus tard, on retrouve ce frère et sœur à Stanford. Ah oui. Donc, bon. Donc ils ont fait du chemin, et figurez-vous qu'ils étaient à Stanford pendant la pandémie. Donc là, on parle de mars 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont retrouvés isolés, et ils ont commencé à faire, comme nous avons tous fait lors du premier confinement, des apéros Zoom, des réunions Zoom avec leurs copains. Donc ils ont zoomé à mort. Mais tout de suite, ils se sont aperçus que c'était pas interactif, que c'était, quand il y avait beaucoup de monde, les vignettes étaient très petites et qu'on voyait pas les gens, que les micros étaient tout le temps désactivés parce que c'était trop la pagaille. Bref, ils ont subi ce que plein de jeunes ont subi, c'est-à-dire un désintérêt pour Zoom assez rapidement. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, c'est pas du tout comme ça qu'on doit communiquer entre nous. Et ils ont eu l'idée de faire une appli qui a repris un peu ce design des cercles interactifs. Et en fait, en 48 heures, ils ont fait un prototype d'appli. Donc je vous parle ça a démarré en mars 2020. Ils ont fabriqué une app de réseau social interactif très très convivial. Ils ont créé une boîte à 22 ans. Antonia a levé $1 million. Et là, ils sont une vingtaine de personnes aux États-Unis, et ça décolle de folie. Mais vraiment de folie. Donc comment ça s'appelle ? L'application s'appelle Toucan, comme l'oiseau exotique toucan. Et est-ce que, si vous voulez bien, je peux même vous montrer à quoi ça ressemble. Mais alors, oui. Comment est-ce que j'ai découvert ça ? Et je vous montre tout de suite après avec un partage d'écran, comme vous savez que j'aime bien les faire. Voilà. Venez sur YouTube, youtube.com/iweek pour voir, oui, pour voir les images. Pour voir les images. Mais on va vous les décrire, et je compte beaucoup sur vous pour décrire ce que vous allez voir dans votre écran dans quelques secondes. En fait, comment est-ce que j'ai trouvé Toucan ? Parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui est très très nouveau. En fait, figurez-vous qu'un de mes anciens copains d'Apple, que je salue au passage, donc Michel Cassius, qui n'est plus chez Apple, mais que je connaissais bien, et on s'appréciait beaucoup à l'époque, de la bonne époque d'Apple, où on était tous très très copains, qu'on se parlait tout le temps et tout. En fait, je ne sais pas par quel moyen magique, mais il nous le dira, car je l'ai invité à venir dans une future émission nous parler de ça, est devenu PDG de cette boîte. Et donc, du coup, je l'ai trouvé sur LinkedIn. J'ai cliqué pour voir ce qu'il faisait, parce que je me suis dit, ça fait des années que je n'ai pas parlé avec lui, et je suis tombé là-dessus, et je me suis dit, oh punaise, le truc, il est génial, ce qu'il a fait. Enfin, c'est pas lui qui l'a fait, lui, il est PDG, mais ce qu'on fait, c'est ce frère et sœur. Et donc, sans plus tarder, je vais vous faire un petit partage d'écran. Je pense que là, ça va marcher. Hop, partager l'écran.
je vais prendre toujours ça. Vous allez me dire tout de suite quand est-ce que ça va démarrer le partage d'écran, parce que il faut que je passe sur Google Chrome. Voilà, C'est bon. est-ce que vous voyez l'image ? C'est joli. Absolument. Alors, donc, vous allez voir. Alors, on se connecte soit à partir de Google, de Facebook ou de LinkedIn. Et donc, comme ça, c'est automatique. Il manque un Apple Connect déjà. Bon. Oui, mais on pourra leur dire. Hein. Et donc, là, il y a des démo events où on peut créer un événement. Donc, le truc rigolo, parce qu'on va faire vite quand même, on fera un test complet. Hein. On créera tous un compte et on vous fera une émission interactive et on invitera des utilisateurs d'iWeek qui vont se connecter à participer à une émission interactive Toucan qu'on diffusera. Ça va être rigolo. Donc, je me connecte à cet événement. Voilà ce qui se passe. Donc, il va activer la caméra et le micro. Donc là, non, parce que c'est une démo. Ça va pas te couper ton Skype ? Non, justement, parce que c'est une démo, j'ai fait exprès. Et donc, là, il y a du son que vous entendez peut-être. Voilà comment ça se présente. Vous entendez le son ? Non, pas du On tout. l'entend pas. Non. Bon, ben, là, il y a donc Antonia, la créatrice, hein, vous voyez qu'elle est toute jeune, qui vous invite à une réunion Toucan. Et en fait, ce qu'elle vous dit, c'est qu'on peut joindre une conversation. Donc, on peut le faire. Donc là, il y a une conversation. Vous voyez, elle disparaît. Là, j'ai différentes zones où je peux me balader à l'écran. Donc, c'est des petits cercles. Là, il y a 2 personnes parce que c'est l'initiation. Et donc, il suffit que je dise « Join ». Et voilà son frère. Et à n'importe quel moment, on fait leave et on va rejoindre notre groupe. Et en fait, le truc, c'est qu'on crée une réunion sur un thème. Des tas de gens se connectent, mais vous pouvez quitter un groupe et aller à un autre groupe. Et il y a des options de présentation, de partage d'écran, il y a plein de choses qu'on découvrira et qu'on vous montrera. Donc là, c'était juste, là je vais faire leave. Voilà, vous voyez, le but c'est de dire, quand il y a plein de gens, ils ne se voient pas entre eux parce qu'il y a trop d'images à l'écran. Je reviens, je vais arrêter le partage. Hop, si je retrouve mon Skype, il est là. Hop, je vais revenir à mon Skype. Voilà, toc. Je reviens à vous. Voilà. C'est vrai que l'approche graphique est assez sympa, je trouve. Alors, le concept, là où c'est très intéressant, c'est que d'abord, c'est gratuit, il n'y a pas de limitation de temps. Vous pouvez avoir jusqu'à 150 personnes dans la phase 1 en même temps dans un groupe. Vous pouvez planifier des apéros, vous pouvez planifier des réunions d'entreprise, etc. Tout le monde se retrouve dans cette sorte de salle à bulles, mais vous pouvez créer des petits groupes de discussion et vous passer de l'un à l'autre tout en étant dans la même salle. Alors du coup, parce que, excuse-moi, je vais te poser 2 questions parce que là, il y a mon cursus d'entrepreneur qui fait toc. Tu dis que c'est gratuit. Oui. Comment ils se financent ? Ouais, c'est ça. Tu me dis qu'ils ont levé 1 million et qu'ils sont 15. Connaissant les salaires de la baie de San Francisco. Ils sont à New York, mais bon. Ouais, bon, c'est la même chose. Hein. De San Francisco, New York, il y a juste 6 heures d'avion, les tarifs sont les mêmes. Hein. Le housing à New York, c'est le même type de housing qu'à San Francisco. C'est peut-être un petit peu plus grand à New York. Mais c'est excessivement cher. Les salaires, c'est les salaires américains. Hein. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui écouteraient le podcast, il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas la sécurité sociale, il n'y a pas la retraite. Donc en fait, globalement, les salaires sont multipliés par 2. Un ingénieur informatique va gagner entre 100 et 300K. Donc s'ils sont 15 et qu'ils ont levé 1 million, bah ils tiennent à 3 dessus, quoi. Écoute, tout ça, c'est de très très bonnes questions, mais j'ai pas les réponses à ça, évidemment, pour l'instant, puisque je viens de découvrir le truc. Je l'ai pas encore testé en réel, à part les démos, etc. C'est pour ça que j'ai proposé de faire un test la prochaine fois, mais toutes ces questions peuvent avoir une réponse très facile, puisque nous aurons comme invité, dès que nous le souhaitons, le PDG de la boîte. Peut-être qu'on pourrait avoir un jour les fondateurs, mais eux, ils parlent anglais, mais pourquoi pas, qui vont nous expliquer tout ça. Je sais que la levée de fonds a peut-être permis de créer le prototype, peut-être que depuis, il y a eu d'autres choses. La troisième partie, puisque le plat principal, c'était la présentation pour que vous voyez si ça vous plaît, et vous pouvez créer un compte, il suffit d'y aller, vous tapez Toucan dans le moteur de recherche où je vous donnerai l'URL exact, et il suffit de vous connecter et de commencer à faire des petits essais. Et donc, le dessert qui était, pourquoi j'ai dit c'est un succès, je l'ai appelé un succès incroyable,
c'est parce qu'ils ont eu droit quand même à un article dans Forbes qui est super élogieux, hein, mais vraiment. Hein. Donc, où ils disent que c'est le futur, que c'est mieux que Zoom, que ça va ouvrir des possibilités incroyables, etc. Donc, ça demande à être testé déjà entre nous et peut-être avec un public élargi pour voir si ça nous plaît. Moi, quand j'ai vu le concept, je suis resté scotché sur ma chaise, hein, mais je ne l'ai pas testé en réel avec des personnes pour voir les possibilités. Alors, je trouve que l'approche fait penser à Clubhouse, mais qui voilà. audio, qui ne fait que l'audio, voilà. Mais c'est un peu le Clubhouse de la vidéo, quoi. Vous avez parlé Clubhouse dans cette émission, déjà, je suppose? Oui, bien sûr. Je suis un grand fan, je trouve cette application assez cool. Bon, il commence à y avoir pas mal de bullshit sur la plateforme, mais bon. Ouais. Comme beaucoup. C'est exactement la réflexion que je me suis faite dans ma tête. Ça me fait penser à Clubhouse pour de la vidéo avec ces groupes d'événements. Pourquoi pas? Après, Clubhouse, ça a 1 an. Et quoique, visiblement, tu disais que ça fait 1 an, Ellie. Clubhouse a 1 an, ils ont levé $100 millions. Ils étaient en discussion pour se faire racheter par Twitter pour 4 milliards. On je leur souhaite ce succès. Hein. J'adore le logo. Le logo est tellement expressif. Ouais. Écoute, moi je vous propose qu'on fasse un petit test chacun de notre côté. On va publier évidemment pour nos auditeurs et nos spectateurs le lien sur Twitter pour que les gens puissent se connecter et on peut faire un petit test et on verra si c'est fun et puis on invitera notre ami Michel à venir participer à une émission et on pourra lui poser toutes ces questions-là. Et d'ailleurs, si tu veux participer, évidemment, Clément, tu seras le bienvenu avec plaisir. En tant que dev pour poser quelques questions pertinentes ou même entrepreneur à Michel. Excellent. Alors, tu disais qu'ils étaient 15, mais là, sur Crunchbase, avec une mise à jour qui est assez récente, il parle de 5 personnes. C'est ce qui est cité sur LinkedIn et ce qui est cité dans l'article de Forbes. Il disait 18 dans un, 20 dans l'autre. Mais parce qu'ils ont des... Je me base sur Crunchbase, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un site qui référence pas mal de startups, pas mal de fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, combien d'argent ils ont levé. Là, je vois 8 advisors et 5 membres de l'équipe, incluant les fondateurs. D'accord. Bon, merci beaucoup, Ellie, de nous avoir fait découvrir ce toucan. J'ai vu apparaître quelque chose, non? Non. Ouais, j'ai cru voir apparaître quelque chose. Merci de nous avoir fait découvrir Toucan, Ellie. Moi, je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis, promis, on va inviter Michel Cassius à venir dans Week dans les semaines qui viennent pour nous raconter cette histoire qui a l'air assez chouette. On arrive quasiment à la fin de cet épisode. Je vous propose qu'on tourne une courte page et qu'on se retrouve pour nos coups de cœur de la semaine. Clément, si tu penses à un truc qui t'a vraiment plu dans l'univers Apple ces derniers jours, ces dernières semaines, ce sera ton petit moment à toi aussi. Tu me donnes 2 minutes pour chercher ? Ouais, ça peut être une série, ça peut être une musique, ça peut être une appli, n'importe quoi, ça peut être un bouquin. Tu les as. D'accord. Allez, à tout de suite. Ouais. J'en ai même 2 alors sur le coup. Pas de problème. Attends, je cherche le bouquin en question. Ah, très bien. Yes. Allez, on y va. Cool. Dernière séquence. Nos coups de cœur de la semaine. François, je te propose de commencer avec toi. Parce que comme Ellie, samedi dernier, tu as participé à ce live sur Twitch de la nouvelle chaîne de Format Mac avec Cédric Rosin qui était notre invité la semaine dernière. Ouais, je voulais lui tirer un bon coup du chapeau. Je vais recommencer, j'ai dit une grosse connerie. Le coup du chapeau, c'est en foot, mais c'est pas grave. Et attends juste une seconde pour que Clément comprenne. Donc Format Mac, en fait, a lancé, mais ça démarre le samedi 24, une initiation à la programmation Apple sur Swift Playgrounds pour débutants absolus. Ah, intéressant. Voilà, donc c'est de ça que va parler François. D'accord. Donc François, vous y avez tous les deux participé.
Oui, en fait, avec Ellie, on a participé à ce premier live qui était juste une présentation en fait de ce qu'il allait faire. J'ai trouvé ça hyper interactif. On sentait vraiment qu'il avait préparé son sujet. Donc voilà, je voulais le féliciter encore une fois pour la belle idée. Et puis donc on se retrouve pour ceux que ça intéresse samedi de la semaine prochaine à 14h30 si je dis pas de bêtises, Ellie. Donc pour le premier vrai live de découverte de la programmation avec Swift Playground. Voilà, et en fait, on rappelle, pour ceux qui n'ont pas lu le tweet, il faut juste avoir téléchargé Swift Playground soit sur un iPad, soit sur un Mac, puisque ça fonctionne sur les deux, et 2 petits livres gratuits qui sont sur l'iBook Store, qui s'appellent Initiation à la programmation, je ne me rappelle plus du titre, mais enfin qui sont gratuits totalement, et qui vont servir de base au cours qui sera donc à partir de 14h30, samedi 24. Voilà, super. Rendez-vous est pris pour cette première vraie leçon sur la chaîne Twitch de Format Mac. Clément, quel est ton coup de cœur à toi ? Moi, j'en ai 2 sur le coup. Je suis le petit nouveau de la bande, donc je m'en allez, autorise 2. Le premier, c'est un bouquin qui s'appelle The No Rules. Alors, il existe. Oh, pardon. Hop, je sais pas si vous le voyez ici. Oui. Il existe en français qui s'appelle La règle, pas de règle. C'est un bouquin qui raconte la culture de management et l'entreprise Netflix. Alors, ça a été écrit par Reed Hastings, le fondateur de Netflix, et Erin Meyer, qui est une personne incroyable. C'est une femme qui est professeure de management à l'INSEAD. C'est une école de business à Fontainebleau, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ce bouquin se lit, mais comme un cours d'eau. Il est incroyable. Et franchement, si vous pouvez le lire, lisez-le. Ça vous explique comment fonctionne Netflix, que vous connaissez tous évidemment. Mais pour les plus jeunes qui nous suivraient, il faut savoir que Netflix, c'est une boîte qui est très vieille et qui, dès 98, en fait, shippait des VHS par la poste. Et le bouquin est juste incroyable. Voilà. Et mon deuxième coup de cœur, c'est de la musique. Je suis un grand fan de musique, je suis pianiste à mes heures perdues. C'est une violoniste qui s'appelle Rusanda Panfili, que j'ai découverte grâce à un compositeur français qui s'appelle Voracles, qui a fait la musique de documentaires, notamment les documentaires d'Hugo Clément, qui sont passés sur France 2 et France 5 sur le front. Et donc du coup je me suis renseigné sur elle, et c'est la violoniste des concerts de Hans Zimmer. Donc c'est elle qui fait toutes les musiques de Time, et elle a une chaîne YouTube, elle a des albums où elle reprend les musiques de comment c'est ce film, de Da Vinci Code, qui sont juste incroyables. Donc voilà, tapez Rusanda Panfili dans Apple Music, vous tomberez sur les Chevaliers de San Réal. C'est un délice pour les oreilles. Génial. Merci Clément pour ces 2 coups de cœur. Ellie, à toi. Un petit coup de cœur rapide pour nos amis de Yves, dont nous parlons souvent dans iWeek, car ils viennent de recevoir hier, un award très prestigieux qui est en fait le EF Design Award 2021 pour le design de la petite station EveWeather, la petite station de météo connectée qui fonctionne en Fred, et que nous espérons pouvoir vous présenter donc très bientôt, puisque j'ai discuté avec eux et ils ont reçu les produits. Et donc en attendant de pouvoir vous la présenter en vrai, bravo, parce que c'est un award très 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 prestigieux et c'est eux qui l'ont eu. Ouais. Et ben génial, bravo à nos amis de Yves. Moi, mon coup de cœur, c'est une application macOS 10.13 minimum, signée Rode, vous savez, le fabricant de micros. On les connaît bien. Cette appli s'appelle Rode Connect. Elle permet d'enregistrer et de mixer sur un Mac jusqu'à 4 micros USB. Alors attention, il n'y a qu'un seul modèle compatible, c'est un modèle de chez Rode évidemment, le Rode NT USB Mini. Alors c'est le seul compatible parce qu'il a une gestion particulière du signal audio numérique, puisque le noise gate, la compression, l'équalisation, en fait sont effectués à l'intérieur du micro. C'est pas le Mac qui s'en charge, et c'est notamment le micro qu'utilise notre ami Jean-Christophe Vigne. Alors cette app, c'est un peu l'équivalent logiciel du Rodecaster Pro, qui est une console de mixage hardware orientée pour le podcast, qui est plébiscitée par les podcasteurs depuis qu'elle est sortie il y a environ un an, un peu plus. Elle vaut $600. Le mix généré par l'appli Connect peut être envoyé par exemple vers OBS, FaceTime, Skype ou Zoom, ou YouTube pour du live par exemple. Et on ne va pas oublier qu'il y a un canal virtuel qui, en plus des 4 micros USB,
permet d'intégrer un interlocuteur à distance, par exemple un invité que vous prendriez sur un Skype. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que Rode Connect est gratuit, complètement gratuit, et donc à condition d'avoir les bons micros, c'est quand même sympa de pouvoir faire un mix, un recording et mix intégral sur son Mac sans avoir de hardware dédié. Et le micro coûte combien ? Le micro vaut $99 ou euros. Ça va, ça reste raisonnable. Le rideau tombe sur cet épisode 34. À nouveau, quel bonheur de passer cette heure en votre compagnie. Grosse heure aujourd'hui. Merci Clément Sauvage d'avoir été avec nous. C'était très sympa. Mais je vous en prie. Et je reviendrai avec plaisir. Si vous m'invitez, évidemment. Tu seras le bienvenu quand tu veux. Bonne keynote à toi mardi. J'espère que tu seras avec nous. Alors, je serai avec des copains développeurs, malheureusement, qui s'est prévu de longue date. On sera moins de 6 et la personne en question a une agence, donc ça passe en pro et sans problème. Bon, mais peut-être que sur un deuxième écran, tu peux nous avoir sur un deuxième écran. Mais sur iPad avec plaisir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis, bon pins pour la WDC 2021, on va rester... la campagne est là sur Kickstarter, vous avez le lien sur mon profil Twitter, c'est le premier tweet que vous avez, le tweet qui est accroché au profil, donc allez-y avec plaisir. Voilà, et donc faut compter 26 €, c'est ça Clément ? Alors c'est 26 € pour les Early Bird. Les Early Bird terminent demain soir, vendredi soir, et après il faudra compter 30 € plus frais de port, donc 6 € pour la France et 15 € pour l'étranger. Voilà, Early Bird ce sont ceux qui se réveillent tôt, on va dire. Oui, c'est ça. Et nous, on s'est réveillés très tôt. Voilà, exactement. François Elie, on se retrouve mardi, si tout va bien. Oui, chef. Oui, capitaine. Salut à tous les deux. Si vous aimez iWeek, si vous appréciez notre boulot, aidez-nous financièrement à continuer et à développer iWeek. Parlez-en autour de vous, devenez nos ambassadeurs. On a besoin de grandir. Une seule adresse, patreon.com/iWeek. Abonnez-vous au podcast audio, il est dispo partout, Apple Podcasts, Spotify et compagnie, avec un nouvel épisode chaque jeudi avant 20h. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube d'iWeek, youtube.com/iWeek, et cliquez sur la cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode arrive en vidéo. Et ça, c'est le vendredi. Les réseaux, Twitter @iWeekNews, Instagram @iWeek.news et Facebook bien sûr. Ces jours-ci, il va se passer des choses, alors ce serait une bonne idée, je pense, de nous follower. Prenez bien soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. Bonne fin de semaine, bon week-end, à mardi, puis à jeudi. Bisous aux filles et salut à tous.